Ah, ça y est, je suis là. Comment ça va? Vous êtes prêts? Ouais, je suis en retard. Certains vont dire comme d'habitude. J'ai fait Hier, j'étais pile poil à l'heure. Et puis là, j'ai une bonne excuse, comme souvent. Je vais vous l'expliquer. Non, j'ai pas oublié Sir Corao de mettre une musique d'attente. C'était compliqué avec les DMCA, même avec des musiques libres de droit. J'avais mes replays qui étaient coupés et tout, ça marche pas. Donc maintenant, je fais sobre. Plus de musique. Vous êtes prêts? Alors, est-ce que tout est branché de mon côté? Non, à mon avis, il y a la moitié des trucs qui manquent, mais on va faire ça à l'arrache. 3, 2, 1, on y va. Oh là là, on dirait un oiseau tombé de l'arbre, quoi. Comment ça va? Bonjour à tous. Euh, Bonjour Sam, j'ai rêvé que tu étais mon prof en cours magistral. Ils sont trop bizarres tes rêves. Vous allez bien ou pas? Vous allez bien? Ça va? Ouais, désolé du retard. Ouais, je fais des efforts pourtant, mais ce matin. Alors j'ai une bonne excuse. J'ai une bonne excuse ce matin. Il y a une petite proposition là qui me saute aux yeux de Mika Mosca. Pour l'un an de ta chaîne, tu devrais faire une vidéo des abonnés buvant du café avec ta musique de fond. Oui, c'est une bonne idée. Bon, les un an de la chaîne, on n'y est pas encore. Oui, j'ai une bonne excuse. Désolé. Bonjour à tous. Merci d'être là. J'ai une bonne excuse parce que ça n'arrive qu'une fois par an. C'était ce matin. Ça n'arrive qu'une fois par an. C'est pas mon anniversaire parce que c'est pas tout de suite, mais c'était mon entretien. Ouais, je sais, j'ai toujours une bonne excuse. Fréjal. Non, mais j'avais mon entretien annuel d'évaluation au travail, vous savez, ce rendez-vous avec votre boss, quoi. Ma boss, parce que c'est une directrice, la patronne de France Info, voilà. Et c'était ce matin, voilà. Donc, entretien annuel d'évaluation. Je prends mon agenda, voilà, c'était à 8h30 ce matin. C'était, voilà, ici. Je vérifie parce qu'en ce moment, j'ai tendance à pas mal oublier mes rendez-vous. Hier, pour ceux qui étaient avec moi vers 11h30 à la fin du stream, euh, la nounou des enfants est venue toquer à la porte, me disant: «Il y a un monsieur pour vous.» Je dis: «Ah bon? Non, non, j'attends personne, c'est bizarre.» Et puis un monsieur qui arrive, qui était le journaliste du Midi Libre, qui venait de Montpellier pour parler avec moi, pour m'interviewer, notamment sur Twitch, et puis plein d'autres trucs, qui venaient de Montpellier exprès, et je ne l'avais pas marqué. Je l'avais pas marqué. Voilà, donc ça, c'est bon. Mais on a rattrapé le coup, puisque finalement, ça coïncidait bien avec la fin du stream. On a fait un petit raid vite fait, qui était assez sympa d'ailleurs. Et fallait faire un stream avec ma patronne. Oh, je sais pas, je sais pas. Non, on a parlé de plein de trucs. Je suis sûr que vous avez plein de vannes sur ce rendez-vous. L'excuse, c'est la machine à café qui est tombée en panne. Non, Lily, je sais pas comment on dit. C'est pas, non, la machine à café est en pleine forme, heureusement. Viré ou non, mort de peur, pas viré. Tout va bien. Petite augmentation, je vais pas demander. Je vais pas demander, tout va bien. Ce fameux entretien, bah ouais. Euh, alors merci pour j'espère que tu as passé un bon rendez-vous, que ça s'est bien passé. Voilà. J'ai passé mon entretien il y a un mois haut la main, me dit Snoopette27, c'est cool. Voilà. J'ai le mien bientôt. Force à toi, bébé Milou. C'est pas toi le boss, Samuel? Oh, c'est mignon. Bah non, je suis carrément pas le boss. Moi, j'aime pas, en plus, j'aime pas trop le. C'est pas trop mon truc, ça, d'être boss, moi, d'être responsable. J'ai déjà du mal à me gérer, moi. Voilà, donc en tout cas, merci pour vos petits messages adorables. Est-ce qu'on a parlé de Twitch? Ouais, bien sûr, bah oui. Parce que en fait, à France Télévisions, ils regardent ça avec beaucoup d'intérêt et même de bienveillance, qui est plutôt très agréable d'ailleurs, hein. Voilà. Mm. Ouais, ouais. Je lis vos commentaires en même temps. Voilà. Est-ce que j'ai explosé mes objectifs? Ça va, 100% des objectifs atteints. Voilà. Donc voilà, merci en tout cas pour votre compréhension par rapport à ce retard. Je vais m'appliquer à ce que dans les prochains jours, je sois un petit peu à l'heure. Je vérifie. J'ai un truc là, un matin, là, j'ai un rendez-vous. C'est demain, rendez-vous avec un journaliste de Society, comment on dit ce magazine? Je sais même pas comment on le prononce alors qu'il est super. Vous dites, vous voyez le magazine dont je veux parler ou pas, qui est super? Je vais vous montrer la couverture. Comment on dit? En la française? Non, Society, c'est en anglais. Donc on dit Society, comment vous dites-vous? À l'anglaise ou à la française? Vous le francisez? À l'anglaise? Society? Ouais. Je montre la une de Society. Pour ceux qui ne connaissent pas, hop, voilà. Bon, ça, c'est le site internet. On peut peut-être trouver une petite une. Voilà, hop. Tenez, hop, regardez. Normalement, si je fais ça, vous l'avez aussi. Ou pas. Voilà, c'est ça. Voilà, Society, par exemple. Voilà. Ah. Tiens, c'est marrant, ça, on dirait que c'est sur le numérique, ça. Voilà, une par exemple de Society. Vous avez 856 messages. WhatsApp, Messenger, Slack, comment les groupes de discussion ont changé nos vies. Ça, c'est plutôt intéressant. Voilà. D'ailleurs, si on se penche un petit peu sur l'histoire de Society, c'est intéressant. Parce que pour moi, c'est pas très vieux. Ouais, 2015, c'est ça. On va sur la fiche Wikipédia
de Society, le magazine fondé en 2015 donc par SoPress, qui est aussi à l'origine de SoFoot et de SoFilm, d'excellents magazines. Voilà. Et c'est vrai que dans l'histoire récente, vous en avez peut-être entendu parler parce que Society, puisque maintenant je le prononce correctement grâce à vous, a sorti en juillet dernier un dossier sur Xavier Dupont de Ligonnès qui a fait beaucoup parler de lui, qui a été extrêmement vendu, qui a été en rupture de stock tout de suite. Ils ont dû réimprimer beaucoup de numéros. Voilà. Et alors, quel est l'objectif éditorial? Est-ce que c'est défini par ligne éditoriale? L'équipe du magazine se défend d'être un magazine pour hipster. Ça tombe bien parce que je ne suis pas tellement hipster, moi. Terme que le fondateur Franck Hanès juge méprisant. En 2015, le journal Libération le qualifie de normcore, issu des mots anglais, donc normal et hardcore. Normcore, vous connaissiez ça? Normcore, putain, je comprends rien. Je suis perdu. Faut que je me mette une mise à niveau sur des trucs, moi. Les couvertures du magazine sont très différentes les unes des autres d'un point de vue artistique. C'est vrai que c'est des belles unes. Selon Libé, toujours, Society incarne une certaine idée du cool, notamment à cause de l'originalité de ses sujets, de ses points de vue. Putain, mais je suis pas normcore, je suis pas cool, je suis pas hipster. C'est chaud, ça. C'est pour moi, ça. Vous connaissez normcore? Je remonte. C'est l'inverse d'hardcore. Vous connaissiez, vous? Il y a quelqu'un qui me dit very bad, bat, enfin unban. Quelqu'un qui a été banni du chat qui est revenu là, c'est cool. Bienvenue, re-bienvenue à toi. Voilà. Alors je continue sur la ligne éditoriale. Après, c'est l'histoire Xavier Dupont de Ligonnès. Certains dans le chat m'ont dit que c'était super. Ok. J'essaie de voir quelle définition vous donnez de normcore, vous. Je comprends rien. Quelqu'un me dit ouais. Hardcore, normcore, softcore. Ok. Ouais. Un antonyme. Oh là, je comprends rien. Oh là là, je me sens tellement vieux parfois. Si je tape normcore, on va trouver une petite def. Ceux qui sont là pour la première fois se disent, mais en fait, il lit pas les journaux, c'est une énorme escroquerie. Non, mais parfois, je pars sur d'autres trucs. On va lire les journaux, je vous promets, c'est le principe. Alors, normcore, vous êtes avec moi. Le nom normcore est une contraction des mots anglais normal et hardcore. Oui, ça, j'avais compris. Il fait référence au style vestimentaire caractérisé par la volonté de rendre l'individu indistinguable de la norme, défini par défaut comme le plus grand nombre par son style vestimentaire. Mais moi, je suis trop normcore, en fait. Je suis comme le monsieur qui faisait de la prose, là, sans le savoir. En fait, je suis normcore sans le savoir. C'est dingue. Ce truc. Vous vous rendez compte que c'est top. Voilà. C'est juste... Ouais... Indistinguable de la norme, dit Yoner. Voilà, y a des gens qui maîtrisent tout à fait le normcore et qui le parlent couramment. Je dis bravo. Bon, à l'instant, je parlais des petits nouveaux. Est-ce qu'il y a des petits nouveaux, des petites nouvelles aujourd'hui? Que je les salue, qu'on les accueille, qu'on leur explique ce qu'on fait ici. On fait un peu les foufous déjà, mais parfois on fait d'autres trucs. Il y a des nouveaux. Bartleby, le scribe. Oh, Bartleby, je connais ça. Bartleby, c'est pas celui qui dit I would rather not, je ne préférerais pas, un truc comme ça. C'est vachement intéressant. C'est ça, je pense. Alors, bienvenue à toi, Bartleby. Le Jourdain du style, ouais, c'est ça. Première fois pour Niceno, manifestement. Première fois pour Poussette Viande. Là, obligé de faire une pause. Poussette Viande, c'est quoi ce pseudo? Il y a sûrement une cohérence, mais j'adore. Récent pour Gros, Gore, Gras. Ok, tiens, on vient sur le... Ok, bon, là aussi, j'adore lire les pseudos, mais quel bonheur, c'est une planète, quoi. Planète Dodo, non, mais pour une fois, je te vois en live. Bon, j'ai bien fait d'avoir du retard. Nouveau pour Clément, nouveau pour Flokin ou Floquin, nouvelle pour Léo World 17. Pas nouveau, mais passage de temps en temps en podcast pendant le télétravail. Je suis un petit peu en retard sur mes podcasts, d'ailleurs. Nouveau pour Martin 35, nouveau pour Loumat Po 21, beaucoup de nouveaux, pas beaucoup de nouvelles, et vous êtes où les filles? Nouveau pour Ataual Pa 7, I would prefer not to, me dit Arnarak à propos de Bartleby tout à l'heure. Et puis Lou Pyramu me dit, tu m'as ému avec ton raid sur Dicomaniac hier, Samuel. C'est surtout lui qui nous a ému parce qu'il était super touché. Je rappelle qu'en fin de stream, systématiquement, je fais un raid, c'est-à-dire que je vous envoie découvrir, visiter le travail d'un autre streamer, une autre streameuse. Je préfère les gens qui n'ont pas trop de viewers et qui parfois font des choses vraiment extrêmement intéressantes. Ça permet un petit peu de mettre la lumière sur leur travail et parfois ils sont un petit peu émus. C'était le cas hier de Dicomaniac. Voilà. Et puis encore Florian, petit nouveau. Alors bienvenue les nouveaux, les nouvelles. Le principe, il est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? Je les ai là, regardez. Un peu d'abdos.
Ils sont là, on lit les journaux ensemble, du lundi au jeudi, format papier, je les ramène de France Info, voilà. Libération, La Croix, Le Monde, L'Opinion, L'Humanité, Les Échos, Le Figaro, Le Parisien, voilà, on les lit ensemble. Comme on est sur Twitch et qu'on on échange ensemble, on les lit ensemble, je ne les lis pas tout seul dans mon coin, on en parle ensemble, on fait des sondages, je vous demande ce que vous en pensez. En fait, c'est tout simple, hein, on lit les journaux ensemble, voilà, la matinée Étienne, c'est ça. Et puis, il y a un cadre aussi. Est-ce que j'ai vu la couverture de Libé? Bah oui, je l'ai vu la couverture de Libé. Elle est là. Il attend quoi? C'est le président Macron. On va la lire ensemble. Donc ça, c'est la matinée Étienne. Le principe est tout simple. On lit les journaux nationaux, les journaux régionaux aussi, hein, quand on a le temps. C'est-à-dire quasiment tous les jours, puisqu'en général, on est ensemble pour 2 heures. Et puis le cadre, il est cool. Je ne sais pas si on peut dire que le cadre est norme-corps, je ne suis pas sûr. Mais le cadre, il est cool, c'est-à-dire que ici, on est dans un espace d'échange, d'interactivité. Toutes les expressions, les idées, les opinions sont autorisées, sont exprimables, à condition qu'elles soient légales. Je rappelle souvent, à titre d'exemple, que le racisme n'est pas une idée, n'est pas une opinion, mais juste un délit. Voilà, donc propos racistes, antisémites, racistes, homophobes, sexistes, tout ça évidemment, n'a pas cours ici, ce qui d'ailleurs est sans problème pour 99,99999% des gens. Puis de temps en temps, il y a un perdu ou une perdue et on lui montre le chemin. Voilà, mais ça se passe super bien et les modérateurs que j'embrasse, qui est avec nous aujourd'hui, que je les salue pour les remercier. Oh oui, plein de monde. Salut Amber It et... Comment on dit LGZAX et Mage Milamber. Merci à vous d'être là, c'est cool. Merci beaucoup. J'espère que vous n'aurez pas trop de travail, mais en général, ça se passe bien. Donc voilà le concept. On échange, on n'est pas d'accord, on est en démocratie, c'est cool, mais dans le maximum de respect, idéalement dans la bienveillance, c'est encore mieux. J'adore. Quelqu'un qui se moque de moi parce que je suis en retard comme d'habitude et me dit il attend quoi le président Macron? Il attend la revue de presse parce que Samuel Etienne est en retard. Bon, moi je suis à Paris parce que c'est là où j'ai pas trop le choix, hein, où je travaille, même si je préférais vivre au bord de la mer par exemple. Et vous êtes d'où? Hein? Vous êtes d'où? Je vois un bonjour de Clichy, je vois un bonjour de Montélimar. J'ai vécu à Montélimar, j'ai vécu 1 an. Rue Pierre-Julien, pas loin du cinéma, je sais pas s'il existe toujours. Boulogne. Cray dans la Drôme, bah, c'est pas très loin de Montélimar, ça. Nantes, Troyes, Rodez, Mars, il y a des habitants de Mars, c'est génial. Casablanca, Lyon, confiné, Montpellier, Nancy, Nantes, Rennes, FC Entretien Annuel, bon courage au Demop, Bretagne, Sens, Caen, Saintes, Portugal, Strasbourg, Nancy, Nantes encore, les Nantais ils sont en force là. Portugal, Bruxelles, Rouen, Lyon encore, Valenciennes, Gilly-sur-Isère, région parisienne, ouais c'est flou ça. Rennes, Belgique, salut. Hiroshima, tu nous regardes vraiment d'Hiroshima au Japon, c'est sûr ça? Chelles, Versailles, Le Mans, Bordeaux, coucou de Séoul, c'est cool. Et ça rime. Meaux, qui a déjà des conseils de raid sur un prof de maths qui fait des choses de maths. Mais pourquoi pas, tu me proposes ça à la fin du stream tout à l'heure. Bordeaux, Le Mans, Laval, la Corse, vive la Corse, mais tellement d'accord avec toi. Bordeaux, Belgique encore, Clamart, Rochelle, Ardèche, Montpellier, Mâcon, Dax, Vitry, Puteaux, Bretagne, Thiers, Lille, Cholet, Vitry-sur-Seine, Poitiers, Aix-en-Provence, Talence, Bruxelles, bonjour de Cambrai. Fais pas de bêtises. Oh non, je devrais pas faire des vannes comme ça pourries, les bêtises de Cambrai. Désolé, je m'excuse, je retire, j'efface, je supprime. Bordeaux, Saint-Tropez, Oulin, Paris 10 pour préciser, Poitiers, Cannes, Metz, Alger, bonjour de l'Alsace, de Paris 12, de la Marne, d'Aix-en-Provence. Et dis donc, vous êtes... j'allais dire, ils sont où ceux qui sont ailleurs? Bonjour de Ouagadougou, là je dis yes, je cherche un peu les Européens ou ceux qui vivent à l'étranger. Suisse, je valide. Alpha du Centaure, ouais c'est loin ça, je valide aussi. Malouin, c'est pas très loin, mais j'adore. Et allez, un petit dernier, je cherche quelque chose d'exotique. Attention. Quelle est la dernière localité que je vais choisir? Je cherche un truc totalement rock'n'roll, quoi. Alors, pardon Clément, je ne vais pas choisir Neuilly-sur-Seine, ça va être un show. Ah bah voilà, quelqu'un de Québec, ça me va. Canada. Bon, bah maintenant qu'on a fait les présentations, allons-y. Je vais commencer par vous montrer les unes des journaux ce matin, comme ça, même si vous n'avez que 5-10 minutes, j'ai plein de bonjours de plein de coins sympas là, et ben vous aurez l'essentiel de l'actualité, donc j'aurai rempli ma mission à minima. Alors il attend quoi? Ce monsieur que vous reconnaissez malgré son masque, hein?
Il attend quoi le président Macron? Eh ben, c'est un petit peu l'interpellation de Libération. Il attend quoi pour prendre de nouvelles mesures? Libération est un petit peu impatient. Libération a tendu l'oreille aux scientifiques, aux médecins qui disent pop, 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 ça va pas du tout. Là, il faut prendre de nouvelles mesures. Là, il faut reconfiner, il faut fermer les écoles, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, il attend quoi pour prendre de nouvelles mesures? C'est l'adresse de Libération au président Macron. On lira ça ensemble pour voir si c'est justifié ou pas. Ça, c'est dans l'IB. Et puis, notons que l'IB nous annonce un spécial Willem. C'est demain, un numéro spécial consacré au dessinateur Willem qui est resté tant d'années à Libération. Il fait ses adieux, il prend sa retraite pour être remplacé par Coco, la dessinatrice de Charlie Hebdo, qui sera mon invité 19h dimanche prochain. Pas beau ça? Ça c'est dans l'IB aussi. L'opinion, alors à propos de la crise sanitaire toujours, se demande si les mauvais chiffres... non, pas Christophe Willem, la tortue, Willem le dessinateur. Oh, les gars. Se demande si ces mauvais chiffres sanitaires vont pas nous emmener à quelque chose de redouté, de redoutable, le tri des patients. Est-ce qu'on va pas devoir trier les patients un petit peu comme en médecine de guerre? C'est l'interrogation et l'inquiétude de l'opinion. Puisqu'on parle de l'hôpital, le Figaro nous dit que l'hôpital français est malade. Malade de quoi? De la bureaucratie. Bon, on verra de quoi il retourne. Et puis surtout dans le Figaro, ce qui m'a intéressé, c'est ce monsieur que je ne connaissais pas, que vous connaissez peut-être parce que on est un peu plus de 6000. À 6000, on est beaucoup plus savant et cultivé que tout seul. C'est un astronaute français qui s'appelle Michel Tonini. Voilà, il est né il a 71 ans. Voilà, donc c'est l'un des 10 astronautes français, je crois, qui sont allés dans l'espace. Vous le connaissiez, vous? Moi, je ne connaissais pas. Et il vient d'écrire un bouquin. Vous aussi, vous ne connaissez pas, hein, je vois. Est-ce que j'aurai une caméra pour montrer des dessins de Coco en live? Très bonne idée, tiens. Ouais, je vais essayer de faire ça. Voilà. Moi non plus, je ne connaissais pas. Et ben, il vient d'écrire un livre et il écrit des choses très intéressantes sur l'espace, ce qu'on pourrait y faire notamment. La une du Parisien maintenant avec... C'est la vie qu'on espère, là. Regardez, ils sont beaux ces mots-là. La vie, c'est que des jolis mots. La vie après le vaccin. Hein. On commence à deviner à quoi elle pourrait ressembler, cette vie après le vaccin. Puisqu'on a 2,6 millions de Français qui ont déjà reçu leurs 2 doses. Eux, ils savent déjà à quoi ressemble la vie après le vaccin. Israël aussi est super en avance parmi tous les pays au monde. Donc le Parisien s'intéresse à tout ça pour voir à quoi ressemble, on en rêve un petit peu, la vie après le vaccin. Et puis on a un petit portrait aussi d'Édouard Philippe. Ouais, vous vous rappelez, l'ancien Premier ministre. Voilà. Pourquoi? Parce que Édouard Philippe sort un livre très attendu, là, bientôt. Je me demande si les bonnes feuilles, comme on dit, hein, les extraits les plus savoureux, vont pas sortir demain, peut-être dans l'Express, à vérifier si mes infos sont bonnes. Alors il est très attendu ce livre parce que certains voient en Édouard Philippe, pourquoi pas, un prochain candidat à la présidentielle. Je vois un coucou aux voisins derrière de Guy Ziouzou. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils font? Je suis toujours un peu curieux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont jamais là d'habitude. Ouh, c'est louche. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font? Bizarre. Bizarre. Vous avez dit bizarre? Samuel Lacomère. Donc voilà, Édouard Philippe, on lira ça ensemble, ça m'est vachement intéressant. Hein, que pourrait faire Édouard Philippe dans les prochains mois? Qu'est-ce qu'ils font les deux là? Peut-être qu'ils font des travaux. Mais pourquoi ils ont des cagoules? Oh, ça c'est important. On a une journée mondiale de l'autisme dans quelques jours. Je vous donne la ref. Vendredi 2 avril, journée mondiale de l'autisme. Et il y a un dossier vachement intéressant dans La Croix sur le monde du travail en France qui s'ouvre à l'autisme. Alors là, je vais rajouter un mot qui s'ouvre un tout petit peu à l'autisme. Hein. Voilà, quand on voit la proportion d'autistes employés dans le monde du travail en France, voilà. Il y a des progrès, mais on part de tellement loin que bon, ça reste pas terrible quand même. Mais bravo à La Croix de faire ce dossier. Puis alors, La Croix a commencé hier un truc formidable. Hein, pendant 3 semaines, et ça a commencé hier lundi, La Croix explore les atouts économiques, géographiques et culturels sur lesquels notre pays peut s'appuyer pour surmonter la crise. Donc il y a un côté un petit peu positif. Là, 3 semaines de feuilleton pour voir comment on peut rebondir grâce un peu aux atouts de notre pays. Et là, on est sur les pépites françaises de la tech for good. Alors j'ai trouvé la traduction un petit peu plus loin. La tech for good, c'est la technologie au service du bien. Il paraît que les Français, on est super forts là-dedans. Voilà. Le monde du travail s'ouvre à l'autisme. C'est la vie. Si vous voyez un truc bizarre derrière, vous me dites. Hein. Mais qui surveille les voisins. Oh, n'importe quoi. Bon, on verra ça vite, mais on en a déjà parlé.
Hein, les États-Unis, bon, ils sont. C'est les États-Unis, quoi. Donc, quand ils font un plan de relance, il est mouse costaud. Donc, il y a un énorme plan de relance aux États-Unis qui est en train de se préparer. Là, 3000 milliards de dollars. Bon, voilà. Du coup, même en France, certains disent allez, nous, on pourrait pas en rajouter un petit peu, là, parce que ils vont relancer tellement fort les États-Unis. Ça, c'est la une des échos ce matin. J'ai l'équipe aussi pour vous. Attention, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts au jeu de mots de malade, là? Vous êtes prêts? Parce que là, j'ai un gros jeu de mots, là. Prêt? L'équipe. 3, 4. Le boulevard Ousmane. Pas le boulevard Haussmann, le boulevard Ousmane. Ousmane Dembélé qui fait son grand retour en équipe de France. Voilà. Vous validez ou pas ça? Vous validez ou pas, hein? Le boulevard Ousmane. C'est bon, hein? C'est pas mal, hein? Allez, ça s'applaudit. Boulevard Ousmane. Boulevard Ousmane. C'est l'équipe, j'adore. Moi, j'aime bien. Je surveille quand même, on sait jamais. Voilà, donc on verra, on lira ça. Bon, bah ça c'est un peu le menu, ça veut dire que les amis, ceux qui sont passés que 5 minutes là avec moi, eh ben ils ont l'actu un petit peu en tête. Ils peuvent dire ouais, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que le gouvernement va faire là dans les prochains jours, peut-être mercredi. Et puisque tu savais toi que c'était la journée mondiale de l'autisme bientôt, et tu sais que les entreprises françaises commencent à faire des efforts, mais que c'est pas assez, tout ça, vous allez pouvoir vous la raconter bien. Mais si vous restez un petit peu, on va lire les articles et là. C'est plus intéressant parce qu'on va réfléchir un petit peu à l'actualité ensemble, et c'est ça qui est le plus intéressant. Je regarde un petit peu vos commentaires, parce que je ne les ai pas lus depuis un petit moment, puisque quand je lis ici, c'est dur d'avoir l'œil là. Il faut quoi? Il faut un œil bionique, il faut que je travaille sur un truc. Ok, je regarde. Ok, sur l'équipe. Ok, vous êtes sur le jeu de mots. Ok, vous êtes encore sur les voisins. Ok, bon, tout va bien, tout va bien. En tout cas, il y a un bon esprit, je vois des sourires, je vois des blagues, c'est exactement ce que j'aime. Vous avez vu la vie qu'on a? Franchement, ça va, hein, c'est suffisamment anxiogène, on est en pleine crise sanitaire. Alors si on peut pas dire plein de bêtises, rigoler un bon coup, raconter n'importe quoi, mais où va-t-on, quoi? Donc moi, c'est mon pari ici, c'est on apprend plein de choses intéressantes, on s'intéresse à l'actualité, mais on déconne aussi pas mal. Sinon, merci. Bon, ah oui, les petits nouveaux, les petites nouvelles. Ils vont vous mettre au parfum. Oh, c'est quoi ces cheveux là, on dirait? Je fais un peu ma coquette, mais c'est n'importe quoi. C'est le problème de la moto avec le casque. Il y a un truc qu'on a oublié de vous dire ici. Arrêtez avec les trucs. Attention, Samuel, derrière toi, c'est affreux, ça me fait flipper. N'oublie pas que je regarde la caméra aussi, donc je vois ce qui se passe. Donc arrêtez. Qu'est-ce qui est le plus important que tout ici? On a la religion de quelque chose. On fait attention aux religions ici. On fait attention, c'est chaud. Mais il y a une religion qu'on valide à mort ici. Voilà. Et on est en train de vous expliquer dans le chat. Ici, on a la religion du café. C'est le dieu café. C'est le dieu thermos. Voilà. Parce que je suis un grand caféinomane. Et j'en bois des litres de café au lait, café crème, café macchiato, tout ça, sucré, toute la journée, du matin au soir. C'est mon carburant, c'est ce qui me fait fonctionner là-haut. On a le thermos, on a le café, on a même la musique du café. Allez, une ou deux gorgées et on va voir la presse en région. Et vous aussi, vous avez le droit de boire un truc, hein, ce que vous voulez. C'est parti. Café! Ou que ça fait du bien. Vous me faites rire avec vos commentaires sur les voisins, là. J'ai bien fait de partir là-dessus. Hop, 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 j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de vous montrer la une du Monde aussi. Hop, là voilà. La une du Monde qu'on lira aussi ensemble, c'est justement la pression que mettent les médecins sur le chef de l'État pour reconfiner, pour fermer les écoles. Voilà, c'est la une du Monde. Et on lira, merci Le Monde, aussi un article sur la situation en Birmanie, parce que là-bas, ça continue, la répression super sanglante contre les manifestations, contre la dictature après le coup d'État, il y a quelques semaines. Et Le Monde nous fait un point sur la situation en Birmanie, avec une journée super sanglante, le 27 mars. Voilà, 440 morts depuis le coup d'État, souvent des manifestants tués à balles réelles. On lira cet article, ainsi que celui, vous l'avez compris, sur le président Macron face à la troisième vague. Et puis cet édito assez intéressant sur le Covid-19 qui n'a pas tué le bonheur. Voilà, un petit peu d'espoir, on en a bien besoin. Bon, bah maintenant, je vais aller chercher la presse en région pour voir s'il n'y a pas des choses aussi intéressantes du côté de la PQR, comme on dit dans notre jargon de journaliste. PQR pour presse quotidienne régionale. Voilà. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Où est-ce que j'ai rangé ça? Où est-ce que j'ai rangé ce matin la presse en région? Voilà. Je suis pas très loin là. Je sens que je brûle. Je sens que je me rapproche. Je sens qu'on y est. 3, 4.
Arrêtez que les voisins. Ça y est, les voisins sont en string. Ça y est, les voisins font un Twitch pour Jackie et Michel. Mais arrêtez. Ils me font rire. Vous êtes bêtes, hein? Ils sont bêtes. Ils sont bêtes dans le chat. Vous êtes bêtes. Qu'est-ce qu'il y a à la une de la presse en région de nouveau? Parce que c'est un peu mon parti pris aussi. Je vous lis que ce qu'il y a de nouveau. Hein, c'est pour vous lire les infos qu'on a déjà lues. Aucun intérêt. Ça, c'est nouveau. Ok. La pression sur Macron. Voilà. Un chef de l'État qui a la pression, c'est pas souvent. En général, c'est quand même le bonhomme le plus puissant de France, au moins au niveau politique. Et là, on a des tirs croisés contre Macron. J'aime bien ce titre de l'Ardennais. Pourquoi croisés? Parce qu'il n'y a pas que les médecins dont je parlais. Écoutez, médecins, enseignants, élus augmentent la pression sur Emmanuel Macron pour lui dicter un tour de vis qu'il s'est jusqu'ici refusé à prendre. Ces salves de réclamation pèseront sans doute sur les décisions qui pourraient intervenir demain lors du Conseil de défense. Oh, il y a tellement de rumeurs. Ce matin sur France Info, on les entend, hein, la rédaction, les rumeurs. On nous dit, bon, c'est sûr, il va parler. Mercredi, après le Conseil de défense, il y a toujours des gens pour vous dire c'est sûr. Vous ne savez pas d'où ils ont l'info, mais ils sont sûrs. Et il y a des gens aussi ce matin qui étaient très très sûrs, des gens qui nous parlaient, à France Info qui nous disaient, non, pas du tout, c'est dans 15 jours. Dans 15 jours, le président Macron va prendre le temps, hein, le maître des horloges, comme on l'appelle parfois, et il va nous annoncer des trucs dans 15 jours parce qu'il va avoir du recul sur les derniers chiffres. Demain, mercredi, dans 15 jours, vous savez quoi? En vrai, on ne sait pas. C'est lui qui décide, c'est le principe de la Ve République. Donc, l'Ardennais en parle de ces pressions qui viennent de différents milieux pour des mesures sanitaires plus fortes, pour lutter... Ah, c'est drôle d'ailleurs, on retrouve ce titre en une de l'Union, pour lutter contre le Covid-19, de l'Union de Reims cette fois, hein, sous haute pression également, c'est la même idée que certains poussent Macron à prendre de nouvelles décisions. Qu'est-ce que c'est que cette une du courrier Picard sur les écoles qui se vide? Ah oui, je sais. Hein, il y a une nouvelle règle à l'école. Hein, désormais, un seul enfant positif par classe, quel que soit le variant, hein, normalement, eh bien, c'est fermeture de la classe. Donc on a des classes qui se vident, voire des écoles. C'est la une du courrier Picard. Le nombre de classes fermées à cause du Covid ne cesse d'augmenter en Picardie, ce qui oblige les parents à s'organiser. C'est tout le problème du débat sur la fermeture des écoles. Quand on ferme les écoles, comment les parents vont travailler? C'est l'une des raisons, on ne va pas se voiler la face, du fait qu'en France, on a décidé, contrairement à plein de pays, de maintenir les écoles ouvertes. L'une des raisons, hein, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Alors, c'est drôle cette histoire de Libération Champagne, là, tiens. Qui est cette Suzanne? Suzanne, 99 ans, de retour chez Lacoste. Tiens, Suzanne Verret est entrée en 1936 chez Lacoste, waouh! C'est dingue, il y a travaillé 53 ans. Eh ben ça, c'est de la fidélité. Hein. Avec émotion, elle a retrouvé l'usine qui a beaucoup changé. Bah bravo, Suzanne. Bon, j'espère que ça s'est bien passé. J'espère qu'ils vous ont payé un café, Suzanne, quand même. Hein. 53 ans de boulot dans la même boîte. Je serais bien incapable de faire ça, moi, je bouge tout le temps. La une de Ouest France. Hein. Ouest France, on rappelle, le plus gros tirage de la presse nationale, de la presse en France. Hein, même si c'est un quotidien régional, c'est vraiment le plus gros tirage. Mediator, Servier, condamné, le laboratoire pharmaceutique, hein, c'est l'affaire du Mediator, on en a parlé hier, hein, ce médicament qui était utilisé comme coupe-faim et qui a provoqué tant de morts. Hein, alors, le procès, le jugement est enfin tombé, les victimes attendaient plus. Pourquoi? Ouest France explique, hein, le jugement, une peine de 2,7 millions d'euros a été prononcée hier contre la firme pharmaceutique pour tromperie aggravée et homicide involontaire. On rappelle que ce qui était reproché à Servier, c'est de savoir que le produit était dangereux et de ne pas l'avoir retiré du marché. Et elle devra payer plus de 180 millions, ça c'était l'amende, mais après il y a les dommages et intérêts, 180 millions d'euros aux victimes de l'antidiabétique. Pour Irène Frachon, c'est la dame que vous voyez à droite, hein, qui est la pneumologue bretonne, si je ne m'abuse, qui avait révélé l'affaire. Eh bien, c'est un jugement historique, mais les sanctions sont modiques. Voilà, quelqu'un me dit, Oukana me dit une blague avec Mediator, guitare, tout ça. Sur le Mediator, pas trop de blagues, parce que les gens ont perdu des vies, tout ça. Donc, c'est un peu les limites de mon humour pourri. Il y a quand même des thèmes où j'évite de vanner, là, par exemple. Oh là là, les courageux, bravo. Voilà, c'est des choses qu'on voit que dans la presse en région, ça, c'est des histoires locales, mais parfois, c'est des histoires édifiantes. Regardez, ils sauvent du feu toute une famille. Eh ben, c'est des jeunes. Eh ben, c'est les jeunes dont on dit tant de mal, là. Regardez, Presse Océan, du côté de Nantes. On est à Nantes, d'ailleurs. Quartier Bottière. Dimanche, moi, je dis chapeau à ces jeunes. Regardez comme c'est beau. C'est pas beau, ça? Dimanche, quartier Bottière, des jeunes. Ceux-là, là, on les voit, là, regardez, ils sont en train d'escalader la façade de l'immeuble. N'ont pas hésité à escalader la façade d'un immeuble en feu
pour sauver in extremis un couple et son nourrisson. Moi, je dis bravo, vous savez quoi? On va aller voir cet article page 6, là. Voilà, avec ce jeune homme qui témoigne. Alors, visage, voilà, visage, il est de dos. Voilà, alors quelle est l'histoire? D'accord, ouais. Ouais. De quoi parle-t-on? Écrit Anne-Hélène Dorisson du journal. D'un bel élan de solidarité. C'était dimanche vers 14 heures, soit avant l'arrivée des camions de pompiers. Là, devant l'immeuble situé aux 4 rues de l'Urbain-le-Verrier, dans le quartier Bautière à Nantes. La presse ignorait encore, mais à cette heure-là, une bonne trentaine de personnes s'étaient déjà spontanément mobilisées pour porter secours à un couple et à un bébé âgé de 6 mois. D'abord, on a entendu des cris, se souvient Abdi Samad, 25 ans. On a compris qu'il y avait le feu, que des gens étaient en danger, c'était sérieux. On y allait sans réfléchir. Chapeau. Bientôt, tout le quartier accourt. On s'est rassemblés trop vite, il fallait voir ça. Au 3e étage, on a vu les parents tenir le bébé par la fenêtre pour le protéger des fumées. Direct, on s'est organisé, on allait chercher des matelas. On l'a soulevé, un à plusieurs, pour qu'il puisse amortir la chute du petit, raconte un autre jeune du quartier. De l'autre côté de l'immeuble, une chaîne humaine se forme. J'ai pris mon courage à 2 mains, mais j'étais pas le seul. On a vu qu'il suffoquait à l'intérieur. Alors on s'est mis à plusieurs pour grimper sur les balcons, c'est l'image qu'on a vue tout à l'heure. Et on a fait une sorte de courte échelle pour faire descendre la mère et le père. Waouh! L'enfant, lui, chute sur le matelas. Comme quoi les matelas, là, heureusement qu'ils étaient là, avant d'être pris en charge par des mamans du quartier. Et ensuite, les pompiers arrivent et prodigueront les premiers soins à l'enfant. Il a été transporté aux urgences pédiatriques et bonne nouvelle, ses jours ne sont pas en danger, ceux de ses parents non plus. Voilà. Et puis alors, la parole aux jeunes du quartier, qui ne roulent pas des mécaniques, selon la journaliste. C'était peut-être risqué, oui, mais j'ai l'impression que ce qu'on a fait, c'était normal, dit l'un des sauveurs. Moi, j'ai juste l'impression d'avoir rendu service, c'est tout. La Bautière, c'est le quartier, c'est une famille, on est solidaire, c'est normal. Oui, c'est vrai, mais moi, je ne savais pas qu'on était capable de faire tout ça, sourit Abdi Samad. Alors là, les amis, voilà, ça c'est les petits bonheurs de la presse en région. Ça, j'ai vu ça nulle part dans la presse nationale. C'est des histoires de vie. Là, ça aurait pu être des histoires de mort. Et ben, bravo à ces jeunes dans ce quartier. Et c'est la une de Presse Océan. Et ça s'est passé à Nantes dimanche. Et ben, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à voir cette une. Continuons. Ça, c'est l'un des plaisirs de la presse en région. De s'approcher au plus près de la vie des gens et parfois de leurs belles initiatives. Alors, une semaine sans école. La une de Paris-Normandie, voilà, ce sont ces fermetures de classes, voire même d'écoles entières, comme ici au Havre, Paul Bert 1 et 2, qui sont fermées, en attendant peut-être la fermeture totale des écoles en France, vous savez que c'est sur la table. Voilà. Pour ou contre le passeport vaccinal, ça c'est intéressant, on en a parlé à plusieurs reprises ensemble déjà, on a même fait des sondages sur la question. Le passeport vaccinal, on rappelle le principe, un passeport qui vous est donné, enfin un papier, quoi, une certification comme quoi vous avez été vacciné et qui vous donne le droit ou à prendre l'avion, ou à aller dans un restaurant, ou à voyager à l'étranger. Alors pour ou contre, en tout cas, pourquoi on en reparle ce matin du côté de Toulouse, la dépêche du midi? Eh bien parce qu'on apprend que l'Europe envisage la mise en place d'ici au 15 juin, c'est bientôt, un passeport vaccinal certifiant la vaccination contre le Covid-19. Alors ce dispositif divise déjà, ben oui, parce que quand tout le monde a accès au vaccin, on peut dire ok, on donne un passeport à ceux qui sont vaccinés, qu'on fait l'effort de se vacciner pour se protéger soi et les autres, et comme ça ils ont le droit de retrouver la vie d'avant. Et puis les autres, entre guillemets, vous n'avez qu'à vous faire vacciner. Mais si tout le monde n'a pas accès au vaccin, d'ici le 15 juin, si je prends même les promesses de l'exécutif, quand le président Macron dit « Je prends l'engagement que d'ici la fin de l'été, tous les adultes qui le voudront se feront vacciner ». Bon, d'abord, c'est une promesse, donc est-ce qu'elle sera tenue? Voilà. Mais on parle bien de la fin de l'été. Passeport vaccinal au 15 juin et ceux qui n'ont pas eu accès au vaccin. Donc là, on crée, si on parle de la France, une France à plusieurs vitesses, quoi. Il y a ceux qui auront eu la chance de pouvoir se faire vacciner, qui vont pouvoir retrouver les lieux de culture, par exemple, les restaurants, les voyages, etc. Et puis les autres, qui vont devoir ronger leurs freins. D'où ces polémiques et cette division évoquée par la dépêche du midi. C'est un thème intéressant. On ne va pas refaire le sondage, on en avait déjà parlé ensemble ici, mais quelque chose me dit qu'on va en reparler de cette histoire de passeport vaccinal. Je continue à regarder les unes avec vous. Quand je dis il y a les promesses, il y a les promesses et la réalité. On a dit, vous allez voir ce que vous allez voir, on va mettre les pharmaciens dans la boucle, ça va vacciner à tout va. Les vétérinaires viennent de s'y mettre aussi. Sauf que les pharmacies, elles n'ont pas de dose. Elles n'ont pas de dose pour vacciner comme elles voudraient. C'est le petit bleu d'Agen qui fait le constat. Vaccin au compte-gouttes pour les pharmacies. Depuis une dizaine de jours, les pharmacies sont autorisées à vacciner certains patients, ça on le sait. Dans la pratique,
Donc ça, c'est la théorie. Dans la pratique, de grandes disparités sont constatées entre les officines où la liste d'attente s'allonge et les autres où aucun patient ne se présente. Voilà. J'ai entendu une histoire intéressante ce matin à la rédaction, à France Info, quelqu'un qui me disait « Ah, j'ai une amie qui a 22 ans, qui s'est fait vacciner tout simplement parce qu'elle arrive en fin de journée dans une pharmacie, qui n'avait pas vacciné, vous savez, quand on ouvre une série de doses, en fait, il faut les consommer tout de suite. Voilà, et donc, il devait rester une ou deux doses pour lesquelles ils n'avaient pas trouvé de personnes dans les critères actuels. Et donc, cette jeune femme passait par là, on lui a proposé de se faire vacciner et elle a été vaccinée. Donc, n'hésitez pas à traîner en fin de journée du côté des pharmacies. Peut-être que ça peut le faire. Voilà, je vais faire ça, moi, tiens, tout à l'heure. Alors, bon, voilà la une du Midi Libre aussi sur le scandale du Mediator. Voilà, coupable, donc. Voilà. Mais un délibéré qui laisse un goût amer aux victimes. Hein. C'est la même idée, manifestement, les réparations sont jugées très insuffisantes. Je continue. La Dordogne libre nous l'annonce, hein. C'est reconfinement, les gars. Hein. En tout cas, ça nous pend au nez, comme le titre du journal. Donc là, on parle de la situation sanitaire en Dordogne. L'épidémie se propage, les indicateurs s'affolent en Dordogne, avec un taux d'incidence proche des 300. Hein, le spectre d'un reconfinement strict ressurgit. Les annonces du chef de l'État demain sont très attendues. Un taux d'incidence, et notamment en région parisienne où il est très très haut, notamment en Seine-Saint-Denis, où là, je crois que c'est le record, entre guillemets, actuellement, de taux d'incidence. Ok. La tournée des colères. Regardez cette une de la Provence que j'ai lue ce matin, elle est intéressante. Donc la Provence, du côté de Marseille, c'est quoi cette tournée des colères de Marseille à Draguignan, en passant par Avignon, mais c'est vrai pour toute la France. Hein. Les occupations de lieux culturels fermés en raison de la crise sanitaire se multiplient. Il y avait eu un dossier assez intéressant de l'Humanité ou de Libération récemment qui disait attention à l'agrégation des colères. Hein, il y a une espèce de gilet jaunisation, notamment de ce mouvement-là, d'occupation des lieux culturels. Attention aux cristallisations de la colère, ça pourrait déboucher sur quelque chose d'assez chaud. Hop. Ok. Je continue. Voilà, regardez du côté de Nice Matin. Est-ce qu'on se demande si bientôt toutes les écoles ne vont pas fermer? Les écoles bientôt vides. Ah bah regardez, là on a Irène Frachon, qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui est ce médecin à l'origine des révélations sur le Mediator. Elle est pneumologue et elle est installée à Brest. Hein. Je parlais de Irène Frachon, la bretonne, tout à l'heure. Il faut rester vigilant. Pourquoi nous dit-elle cela en une du Télégramme, pour éviter qu'un tel scandale ne se reproduise? Là, on est vraiment dans le cas d'une lanceuse d'alerte, comme on dit. Hein. C'est vraiment quand une personne est à l'origine de révélation, c'est vraiment Irène Frachon qui est à l'origine de tout ça. Ben voilà pour ce petit coup d'œil à la presse en région. C'était intéressant, vous voyez. D'abord, on voit que cette presse en région s'intéresse à d'autres sujets, même si là, par exemple, la question de l'école est extrêmement présente, ainsi que l'idée que le chef de l'État est extrêmement sous pression. Et puis il y avait cette histoire avec ces jeunes, ici je vous montre la une quand même, moi je dis bravo, ces jeunes qui se sont mobilisés pour sauver une famille, un papa, une épouse et un nourrisson à Nantes. Voilà, ça c'était cool, on a bien fait d'aller faire ce petit tour du côté de la presse en région. Ah, je sais que je ne parle pas depuis très longtemps, mais j'ai déjà super soif. On va se refaire un petit café. Coucou, je viens d'arriver, j'ai rien loupé. Sarah, Juan, t'as loupé la presse en région. On va justement attaquer la presse nationale. Donc t'as loupé un peu, t'as pas loupé tout. Je remonte un petit peu sur le chat parce que vous m'écrivez, et puis j'ai pas le temps de tout lire. La fille de Brest, formidable film sur son combat d'Irène Frachon. Si ça vous intéresse, contre le Mediator, c'est Substantifique Moelle qui nous le dit ce matin. Bonne question de Pixel Prod, tiens, puisqu'on parle aussi de comment fonctionnent les médias ici. Hein. Tu penses quoi des rumeurs hâtives dans les médias? Très bonne question. Est-ce que tu préfères privilégier la prudence et garder l'info ou dire toutes les rumeurs sans forcément les vérifier? Alors là, pour moi, c'est la question centrale au cœur de ce que j'appelle l'accélération du temps info, avec les chaînes, la création des chaînes info en continu et avec Internet. Aujourd'hui, l'information va de plus en plus vite. Voilà, la couverture de l'information va de plus en plus vite. Un journal, il sort une fois par jour. Hein. Ce que je vais vous lire ce matin, c'est une fois toutes les 24 heures. Donc on a 24 heures pour le construire, pour prendre le temps, pour vérifier les informations, pour passer des coups de fil, tout ça, tout ça. La rigueur journalistique nécessaire. Quand on est sur une chaîne d'infos en continu, par exemple, eh bien, il faut que ça aille vite. L'idée, c'est de donner les infos avant les autres. Et eh bien, cette accélération du temps info, cette vitesse, elle peut être dangereuse parce qu'on peut faire moins bien son travail avec moins de rigueur. Donc pour répondre à ta question, et qu'est-ce que je pense des rumeurs hâtives dans les médias? Qu'il ne faut pas les donner.
Ce matin, par exemple, à France Info, on avait des infos contradictoires, des gens qui nous assuraient, mais mordicus, hein, que demain soir, le président Macron allait parler, et d'autres qui nous disaient, également avec beaucoup de conviction, non, c'est dans 15 jours. Donc moi, je suis partisan de ne pas donner ces rumeurs, voilà. Et voilà, éventuellement de poser la question, de dire, bon ben voilà, quand est-ce que le président Macron va parler? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans 15 jours? On peut poser la question, mais en tout cas pas jouer comme ça sur la rumeur en faisant croire qu'on sait, alors qu'en fait, en général, on ne sait pas. Et c'est pour ça que je suis très confortable à France Info. Je fais un petit peu la pub de ma chaîne, mais c'est totalement assumé. Je ne fais pas la pub de ma chaîne parce que c'est ma chaîne, je fais la pub de ma chaîne parce que pour moi, c'est la meilleure des chaînes info. C'est pour ça que j'y suis. Parce que je crois que c'est elle qui essaye le plus d'éviter ces travers de l'accélération du temps info. Le matin, avec l'équipe avec qui je travaille, quand une info nous arrive et qu'on a... on préfère perdre 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, quitte à ce que la concurrence donne cette info avant nous. On préfère prendre ce temps pour la vérifier plutôt qu'être la première chaîne à l'annoncer. Voilà. Et je sais que tout le monde ne travaille pas comme ça. Donc moi, je suis très, très heureux de travailler à France Info parce que, malgré le fait que c'est une chaîne toute info, je peux vous garantir qu'on a ce réflexe de vérifier, de survérifier. Bon, voilà. Après, je ne dis pas qu'on est les champions du monde, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà pourquoi, en tout cas, je suis à France Info, moi. Donc, dire toutes les rumeurs sans forcément les vérifier, comme dit Pixel Prod, les gens qui font ça, c'est la négation du journalisme. Voilà. Et parfois, ben oui, quand on veut aller plus vite que les autres, il y a plein d'exemples célèbres d'ailleurs dans l'histoire récente. À trop travailler vite, on travaille mal. Je continue à remonter un petit peu le chat et puis on attaque la presse nationale. On va lire les papiers. Ah, le reconfinement, c'est pour toute la France. Chez nous, on n'est pas très touché, me dit au secours. Ça va bien ton pseudo avec les situations actuelles. C'est une des questions qui est soulevée. C'est vrai qu'aujourd'hui, force est de constater que les situations sanitaires sont extrêmement différentes. Si on prend la Seine-Saint-Denis, par exemple, même par rapport au reste de l'Île-de-France, sans compter les autres régions. Donc, est-ce qu'il faut reconfiner tout le pays alors que certaines régions ne sont pas touchées de la même façon? C'est une vraie question. Mais ce n'est pas nous qui prendrons la décision. Mais en tout cas, elle a du sens, cette question. Je remonte les questions un petit peu, parce que je vois des choses très pertinentes, comme toujours. Ça m'intéresse presque autant, sinon plus que les articles que je lis. Je suis drôle, Sam, me dit Mademoiselle Bébé. Merci, je fais ce que je peux. Voilà. Une petite pour la route, et après on attaque les journaux de Thilinval. J'ai traîné du côté de la porte de la Chapelle à Paris, je me suis fait vacciner gratuitement, vraiment sympa les mecs là-bas. Pour ceux qui connaissent le quartier, ils comprendront la vanne, j'y crois pas. Vous êtes des foufous. Vous avez la ref de la porte de la Chapelle et du vaccin? Vous l'avez? Vous l'avez, c'est bon. Bon, les amis, allons voir la presse nationale maintenant, sachant que aux alentours de midi, dernier carat, je vous quitte, parce que grosse fête, comme il fait beau. Ils sont toujours là, les voisins? Ils sont louches, les deux, là. Comme il fait super beau, pique-nique. Mon petit Malo, qui finit l'école vers 11h50, là, avant de reprendre 1h30 plus tard, je fais la sortie de l'école, et avec sa maman, qui est en télétravail, là, et avec son petit frère, qui a un peu plus d'1 an, on se fait un petit pique-nique au parc, avant que Malo reprenne l'école l'après-midi. C'est pas la fête? Voilà. Donc, à midi, dernier carat, je vous laisse. Donc, attaquons avec la une du Monde, pour commencer. Avec cette pression évoquée par la presse en région sur le président Macron, évoquée aussi par le journal, regardez en sa une. Critiqué pour son pari de ne pas reconfiner le pays fin janvier, je pense que vous êtes au courant de la polémique, hein, le président revient en première ligne et se dit prêt à durcir bientôt les restrictions. Bon. Alors que les services de réanimation sont débordés et épuisés, ça c'est vrai, les professionnels de santé appellent à des mesures fortes contre l'épidémie. Ok. Dans Le Monde, un collectif de médecins demande à l'exécutif d'assumer devant la société tout entière sa stratégie face à la troisième vague. Un confinement strict semblant hors de portée aux yeux du gouvernement, la fermeture des écoles serait l'une des dernières options possibles. Le Monde est en train de nous dire à demi-mot quand même que, avant un reconfinement global et strict de tout le pays, il y aura peut-être une étape qui passera par la fermeture des écoles. À voir, en tout cas c'est intéressant. Et puis, avant de se pencher sur Macron, je pense qu'on ira faire un tour, là, maintenant, tout de suite, ensemble, sur la situation en Birmanie, parce que Le Monde est avec
notamment Libération, l'un des journaux qui suit le plus ce qui se passe depuis le coup d'État, et je dis bravo à eux. Samedi noir en Birmanie, tollé international. Depuis le coup d'État du 1er février, la répression a fait 440 morts, dont plus de 100 morts pour la seule journée du 27 mars. Lisons. Les tueries. Les tueries perpétrées samedi par la Tatmadaw, c'est le nom des forces armées birmanes, et la police du pays, à l'encontre des manifestants anti-régime, ont provoqué l'indignation de la plupart des pays occidentaux. Tant mieux. Mais, et ça on en a beaucoup parlé ensemble et je trouve intéressant d'y revenir, les pressions exercées par ces derniers, on parle des pays démocratiques, restent sans effet sur un appareil militaire birman engagé, engoncé dans sa certitude d'être le garant de la stabilité de la nation. En presque 2 mois après le coup d'État, je vous le disais, 440 personnes ont été tuées au total, certaines d'entre elles de balles dans la tête tirées par des snipers lors des manifs. On en avait parlé ici. Le bilan des tués du 27 mars s'élève à plus de 100. C'est la journée la plus meurtrière depuis le coup d'État, dont 4 enfants âgés de 5 à 15 ans. Tous ont été tués par balles réelles. Dans les 41 villes ont été organisées des protestations. On n'est pas dans la gestion d'une manifestation là. On tire à balles réelles, on avait déjà lu des papiers ensemble, sur les manifestants, en visant la tête, c'est du travail de sniper. Le massacre de samedi soir, Le Monde parle de massacre et il a bien raison, a conduit, ça c'est intéressant, et ça parle de la France, les chefs d'état-major des armées de 12 pays démocratiques à publier un rare communiqué d'indignation collective dimanche. Ces responsables militaires, on ne parle pas du pouvoir politique, là, ce sont les responsables militaires de 12 pays, notamment du Canada, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, de la Corée du Sud, du Royaume-Uni, des États-Unis, ont dénoncé l'usage de la force létale contre des gens non armés par les militaires birmans. Donc ce sont les militaires d'autres pays qui disent « Attendez, mais les militaires ne font pas ça ». Alors la France n'a pas signé cet appel, l'armée française n'a pas signé cet appel, alors Le Monde s'est un petit peu interrogé. La France brille curieusement par son absence dans cette aéropage, plutôt aréopage d'ailleurs, autant pour moi. Notre position extrêmement ferme condamnant la répression commise par le régime birman a été très clairement exprimée au niveau politique, explique le ministre de la Défense au Monde. Il a été estimé qu'une expression des autorités militaires très inusuelle sur les questions politiques n'était pas nécessaire. Bon, c'est vrai qu'on a une tradition en France, l'armée on l'appelle la grande muette, elle est au service de la nation, de l'État, du politique, donc c'est peut-être ce que veut dire le ministère de la Défense, que c'est pas une tradition pour l'armée française de s'exprimer. Bon, en tout cas, des armées occidentales l'ont fait. Et puis pourquoi les pressions n'aboutissent pas? Pourquoi le régime birman ne cède pas aux pressions occidentales? Quelques éléments de réponse dans cette fin d'article. La férocité et l'intransigeance de l'armée birmane, pour aussi incompréhensible qu'elle soit dans un monde où même les grands ou plus petits régimes autoritaires comme la Chine, la Russie, le Venezuela, la Biélorussie évitent de se livrer à de tels massacres en cas de manifestation contre leur pouvoir, illustre cependant, là on a un élément de réflexion, le caractère particulier de cette toute puissante institution. On parle de l'armée birmane. Forte d'environ 350 000 hommes, la Tatmadaw est un État dans l'État dont les soldats sont formés dans le culte du chef et du mythe de la sauvegarde de la nation. Les officiers vivent dans un monde à part, un univers privilégié qui a servi à nombre de jeunes d'ascenseur social. C'est pour ça que l'armée tient autant à son pouvoir et à ses prérogatives. Et c'est peut-être parce que elle avait le sentiment que ces prérogatives, on sait que l'économie, par exemple, du pays est contrôlée en grande partie par des militaires. C'est peut-être parce qu'elle craignait pour ses prérogatives qu'il y a eu le coup d'État, il y a quelques semaines, en Birmanie. Voilà. Vous êtes sur quoi, là, dans le chat? Vous êtes sur la Birmanie? Ok. Ok, je vois que vous échangez là-dessus. D'accord. Ok. Ah, question qu'on a déjà évoquée avec Kazad. Pourquoi on dit Birmanie et pas Myanmar? Alors, donc j'ai évoqué ça à plusieurs reprises, mais je comprends que tu poses la question puisque on peut s'interroger. Le nom officiel de la Birmanie, donné il y a quelques années par les militaires, par la dictature militaire, c'est Myanmar. Voilà. C'est de continuer à appeler, comme le fait officiellement la France d'ailleurs. La France officiellement ne parle pas de Myanmar, ça n'existe pas pour la France. Pour
l'expression diplomatique française, eh bien c'est la Birmanie. Pourquoi? Parce que utiliser ce mot de Myanmar qui a été forgé par les militaires, c'est accepter l'existence d'une dictature militaire en Birmanie. Donc voilà. Donc dire Birmanie, quelque part, c'est un acte de résistance par rapport à ça. Voilà pourquoi je n'utilise pas le mot de Myanmar. Voilà pour la réponse à ta question. On l'avait déjà évoqué ici, mais tu n'étais pas avec nous ce jour-là. Tu ne pouvais pas être là tous les jours non plus. Hein. On passe à Macron. Donc, rattrapé par la troisième vague, nous dit cet article du Monde, page 8. Alors, lisons ces quelques éléments qui me permettent de comprendre où on en est un petit peu de la crise sanitaire et de la réflexion par rapport aux mesures à prendre. Ces dernières semaines, Emmanuel Macron s'était mis en retrait de la gestion du Covid-19, déléguant à son Premier ministre, Jean Castex, le douloureux quotidien de la pandémie. L'hôte de Matignon jouait à la fois les pères fouettards et les paratonnerres. D'ailleurs, on l'a vu un petit peu ici, quand il est venu à la maison, pour répondre à vos questions, annonçant aux Français les mauvaises nouvelles, tandis que le chef de l'État donnait à la France un cap et un espoir grâce à la vaccination. Le président de la République revient désormais en première ligne, prêt à endosser la responsabilité d'un éventuel et ultime confinement plus strict. Donc là, il y a un petit changement de stratégie. Le retour sur le devant de la scène du président arrive à un moment où ses choix personnels sont critiqués. À la fois son pari, pris fin janvier, de ne pas avoir reconfiné le pays, comme le réclamaient de nombreux scientifiques, comme son option d'une troisième voie, à savoir un vrai faux confinement décrété dans les départements le plus affectés le 20 mars. Ultime, ça vous fait rire. Vous pensez que c'est peut-être pas terminé. Ok. Dans le JDD, le journal du dimanche, Emmanuel Macron a assumé totalement, il y a quelques jours, sa stratégie. Je peux vous le dire, je cite le chef de l'État, nous avons eu raison de ne pas reconfiner la France à la fin du mois de janvier parce qu'il n'y a pas eu l'explosion qui était prévue par tous les modèles. Je peux vous affirmer que je n'ai aucun mea culpa à faire, aucun remords, aucun constat d'échec, c'est le président qui le dit. À l'heure où la troisième vague de Covid-19 dopée par le nouveau variant britannique menace de faire de nouveau imploser le système de santé de la France, eh bien le chef de l'État est maintenant au pied du mur. C'est la pression qu'on a vu évoquée par plusieurs titres de la presse régionale. Matignon, maintenant. Alors, à quand les annonces? Est-ce que c'est demain soir après le Conseil de défense? Est-ce que c'est dans 15 jours, comme certaines rumeurs le disaient ce matin? Élément de réponse. Matignon dit attendre les données permettant de mesurer l'effet des dernières mesures avant de pouvoir arbitrer. Celles-ci devraient parvenir au sommet de l'État en début de semaine, donc là, et être débattues lors du Conseil de défense de mercredi. Une prise de parole du chef de l'État en milieu de semaine n'est pas exclue, ne serait-ce que pour donner un horizon à court et moyen terme. Donc on pourrait aussi imaginer un truc intermédiaire avec une prise de position présidentielle où il n'y aurait pas des mesures annoncées tout de suite, mais peut-être une tendance. Bon, à voir. Si aux yeux de certains directeurs d'hôpitaux, la situation sanitaire est comparable à celle du printemps 2020, imposer aux Français un confinement comme celui qui avait alors permis d'endiguer la première vague semble aujourd'hui hors de portée. On a quand même pas mal de voix qui s'élèvent aussi pour dire qu'un confinement aussi strict que le premier, ce ne sera pas possible dans notre pays pour plein de raisons, psychologiques, économiques, tout ça. À l'époque, la question de l'acceptabilité ne se posait pas. Nous étions tous sidérés et effrayés par la pandémie. Depuis, d'autres paramètres sont intervenus, économiques, scolaires, la santé mentale, psychologique, comme je le disais à l'instant. Notre priorité, c'est le sanitaire, mais le sanitaire au sens large, pas uniquement lié au Covid. Explique-t-on dans l'entourage du Premier ministre. Oh là, vous avez les éléments là, de compréhension. Voilà. Et, dit autrement, pour limiter la hausse exponentielle des contaminations, la fermeture des écoles sera l'une des dernières options possibles. À voir. Bon, avant d'aller voir le reste de la presse nationale, allons voir ce petit billet là, un petit peu intriguant par son titre. Covid-19, le Covid-19 n'a pas tué le bonheur. Tiens. Donc on serait plus résilient qu'on pense, les Français seraient malgré tout pas si malheureux. Bon, on va voir ça après un petit café. Trop soif. Je voyais un com à l'instant qui résume bien là où on en est, de Gando ou El Gando, qui était eh bien, on n'a pas le cul sorti des ronces. Écoute, je ne connaissais pas l'expression, mais je trouve que c'est très bien résumé. Je crois que, au niveau de cette crise sanitaire, comme le disait Gando ou El Gando, on n'a pas le cul sorti des ronces. Je crois que c'est très bien résumé. En attendant,
Essayons de positiver un petit peu avec cet article du Monde. Le Covid-19 n'a pas tué le bonheur. Est-ce qu'on peut être heureux au temps du Covid-19? La question semble un petit peu cynique à l'heure où le coronavirus poursuit ses ravages à travers le monde après avoir déjà tué officiellement 2,8 millions de personnes. Que ressentent les hommes et les femmes dans un contexte aussi anxiogène qu'inédit pour eux? Les Nations Unies, qui lui consacrent le 20 mars une journée internationale du bonheur, n'ont pas renoncé à apporter chaque année une réponse globale avec la publication d'un rapport qui s'appelle le World Happiness Report. Voilà. Cette année aussi, enfin pour l'année 2020, ce rapport sur le bonheur dans le monde a été rendu avec une question toute simple qui est posée aux gens interrogés dans différents pays. Dans combien de pays 149 pays en général, bon 95 en 2020 pour raison de Covid. La question posée est toute simple. Où vous situez-vous en termes de bonheur sur une échelle de 0 à 10? Eh bien, la réponse elle est un peu inattendue. Le bonheur a résisté dans la plupart des pays. Si on compare l'anus horribilis, la nez affreuse, c'est du latin, pour ceux qui... J'attends vos vannes. L'anus horribilis passé à la période 2017-2019, la note moyenne passe même de 5,80 à 5,85. Je savais que vous alliez vanner là-dessus, donc je préviens comme ça, c'est fait. Remarquable résilience, résument les experts. Comment l'expliquer? Le bonheur est un sentiment profond, parfois insensible à certains bouleversements du mode de vie. Le bonheur est parfois insensible aux derniers changements, à la dernière variation. C'est peut-être quelque chose de plus profond, de plus long terme, nous explique-t-on. Ce qui ramène quand même à l'exception de la France, écrit Le Monde, qui figure à une honorable 21e place, un 6,7 sur 10. On se définit comme plutôt heureux, voilà. Mais ces citoyens souffrent d'un déficit de bonheur. C'est l'économiste Claudia Sénic qui le dit dans son ouvrage Bien-être en France, ce qui compte. Les Français, ça, j'ai lu quelques articles déjà ces dernières années là-dessus, se vivent et se racontent comme ça en déficit de bonheur depuis la fin des années 70, on va dire un petit peu la fin des 30 glorieuses peut-être. Un décrochage progressif s'est alors opéré entre un sentiment de bien-être subjectif, voilà, assez résistant, donc globalement ça va, je me sens plutôt bien, et un pessimisme croissant pour l'avenir et les prochaines générations. Bon, ça c'est très français. L'avenir est-il si sombre, on se demande Le Monde. Après la saignée de la guerre 14-18, suivie de la grippe espagnole, l'Europe et l'Amérique avaient vécu une décennie marquée par la reconstruction, la seconde révolution industrielle et une joie de vivre retrouvée. À un siècle de distance, des économistes envisagent, une fois le Covid-19 éradiqué, un retour, écoutez bien, ça va être la teuf, des années folles, faites de croissance, de technologie au service des hommes, d'un peu d'insouciance. On peut toujours en accepter l'augure. Il y a des économistes aujourd'hui qui disent après la crise, il y aura, ça va redémarrer, tout ce qu'on n'a pas consommé, on va le consommer, ça va faire redémarrer l'économie, des emplois, du travail, de la teuf, voilà. Une espèce de grande libération. Bon, on peut espérer ça, qu'est-ce que vous en pensez? On peut toujours rêver, comme me le dit Swarmy à l'instant dans le chat. Et une petite promo pour l'histoire de France, là j'ai vu, ouais. J'ai pas fait exprès. Oui, même dans le monde, il y a des pubs. Bon, voilà pour Le Monde. Et maintenant, on va aller feuilleter la presse papier que je vous ai ramenée de France Info. Hop. Pour ceux qui arrivent que maintenant, on n'a pas dit l'essentiel encore. Ouh, c'est loin. Ils en sont où mes voisins? C'est le feuilleton du jour. Oh, ça bricole. Je vous ai dit, c'est un chantier, ça. C'est un chantier. Ils sortent sur le balcon, ils rentrent dans l'appart. Ils sortent sur le balcon, ils rentrent dans l'appart. C'est bizarre. Je m'inquiéterais vraiment si je vois qu'ils sortent des trucs dans la rue qu'ils mettent dans un camion. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend, se demande Libération, à propos du président Macron? Voilà. Hôpitaux submergés, épidémie hors de contrôle, classe qui ferme, vaccination possible. Si Emmanuel Macron n'entend faire aucun mea culpa, la violence de la troisième vague place notamment l'Île-de-France au bord de la catastrophe. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Lisons un petit peu Libé, là, c'est pas de la patience. Libération qui nous dit il prend trop le temps. Là, vraiment, les chiffres sont pas bons, notamment dans certaines régions, et là, il y a des mesures à prendre. Et il les prend pas. Libération est un petit peu... c'est pas de la patience, c'est un critique vis-à-vis de l'exécutif, là. Lisons Libé. Le chef de l'État martèle depuis plusieurs jours qu'il n'a aucun remords, qu'il ne fait aucun constat d'échec. Nous avons eu raison, blablabla, de faire ce qu'on a fait.
hein. En février, certains nous disaient, vous allez vous prendre le mur, on ne s'est pas pris le mur. Sauf qu'aujourd'hui, affirme Libération ce matin, le mur, il est là. Record des contaminations en Ile-de-France, soignants débordés, classes et écoles qui ferment, vaccination qui tarde à protéger les plus fragiles et les plus exposés. L'exécutif dit, le mur n'est pas là, on est sur un plateau haut, hein, vous savez, 250-300 morts par jour quand même, mais ce n'est pas le mur. C'est l'avis de l'exécutif, ce n'est pas l'avis de Libération. L'exécutif ne bouge pas. Entêtement ou obstination du président, quoi qu'il en coûte, hein, c'est Yannick Jadot, le député européen écologiste qui dit ça. Alors, la parole maintenant à la défense, à la majorité, pas du tout, c'est pas de l'obstination, c'est pas de l'entêtement. Grâce à cette décision, hein, la troisième voie, le non-reconfinement, eh bien, on a eu des semaines où le pays n'était pas complètement fermé. C'était gagnant en termes de conséquences sociales, de santé mentale et pour l'économie du pays. C'est Stanislas Guerini, le patron de La République En Marche, qui dit cela. Bon, voilà. Est-ce que le président Macron est en train de faillir et de tarder à prendre les mesures qui s'imposent? Ça, c'est l'histoire qui le jugera. Difficile de le dire aujourd'hui. Je vous signale très vite que demain, on va se régaler avec un Libération, avec plein de dessins de Willem, qui est un des dessinateurs historiques de Libération, mais qui prend sa retraite. Voilà, donc demain, numéro spécial, on va se régaler. On regardera des dessins, ce qui me fait vous rappeler que dimanche 19h, ici même, dans la rencontre Étienne, on va recevoir Coco, la dessinatrice Coco de Charlie Hebdo, qui prend la succession de Willem à Libération. Elle va commencer le 1er avril et quelques jours après, elle sera à la maison et elle répondra à vos questions. Je vous rappelle le principe, c'est moi qui invite, mais c'est vous qui posez la question. Alors, cette situation sanitaire inquiétante qu'on évoque, est-ce qu'elle va mener dans les prochains jours à un tri des patients dignes de médecine de guerre? C'est la question que pose l'opinion ce matin. Franchement, je ne comprends pas la stratégie de Macron sur le Covid, nous dit Steli. La question est posée en tout cas. Lui est persuadé de faire les bons choix, hein, c'est ce qu'il affirme. Il est aussi persuadé que la prochaine présidentielle se jouera sur cette question, de savoir s'il a réussi ou pas la gestion de cette crise. Bon. Tri des patients. Tri des patients, comment les médecins se décident avec la Covid. Je suis plutôt adepte du masculin, mais peu importe, c'est toujours la même saloperie. L'engorgement progressif des services de réanimation fait craindre aux hospitaliers, hein, aux gens qui travaillent à l'hôpital, un tournant vers une médecine de guerre et une sélection des patients selon leurs chances de survie. Ça, c'est chaud quand même. 41 médecins de la région parisienne ont sonné le tocsin dans le journal du dimanche, évoquant l'imminence d'une situation de médecine de catastrophe où il y aura une discorde flagrante entre les besoins et les ressources disponibles. Nous serons contraints de faire un tri des patients afin de sauver le plus de vies possible. Ce tri concernera tous les patients, Covid et non-Covid. Alors, à quoi fait référence cette notion de tri des patients, se demande l'opinion. Sur quels critères un médecin peut-il accorder le feu vert ou rouge à l'admission aux urgences? En fait, c'est ça le tri des patients. Est-ce que la crise change la donne? Alors, le principe de sélection des patients, c'est pas nouveau. Hein. S'il y a des gens qui sont dans le secteur médical ici, ils le savent. Le tri des patients, on dit qu'on le fait tout le temps, en fait. Le principe de sélection des patients fait partie inhérente du métier d'anesthésiste réanimateur. Les médecins n'endossent pas cette responsabilité uniquement en période de crise, c'est leur quotidien. Ils sont formés pour cela. Écrit l'opinion. 3 piliers façonnent ce choix. Le mot est affreux, mais comment on trie? L'évaluation du besoin médical. La capacité à réaliser l'admission. C'est-à-dire est-ce qu'on a les moyens de prodiguer à la personne qu'on hospitalise les soins nécessaires. Et le service rendu aux patients. Ce qui diffère, analyse un docteur qui s'appelle Gregory Wood, qui est anesthésiste réanimateur, en période de crise, c'est le flux de malades. Donc on vient nous expliquer que ce tri, les médecins sont formés pour le faire, voilà, en finalement donnant la priorité à ceux qui en ont le plus besoin, qui ont peut-être le plus de chances de survie. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas médecin. Mais ce qui diffère en période de crise, dit ce docteur, c'est le flux de malades qui arrivent en même temps. Hors Covid, en fait, on trouve toujours une solution pour placer les patients à l'hôpital ou dans un établissement voisin. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de tri. C'est-à-dire qu'en fait, le tri, on le fait en disant, ok, toi, je te mets en réa, mais toi, je vais te trouver une place ailleurs. Donc le tri, c'est ça. Mais en période de crise, il y a un vrai tri. C'est ce que dit ce médecin. Voilà. En période de crise, ça ne suffit pas toujours. Donc les médecins, de quoi ont-ils peur aujourd'hui? C'est la fin de l'article qui est vraiment intéressant. C'est dans l'opinion si vous voulez l'acheter. Aujourd'hui, la crainte, c'est ça. Nous craignons une bascule vers la médecine de catastrophe,
où on est obligé de prioriser le patient qui a le plus de chances de survie. Bon, bah, sans trop savoir, c'est un petit peu ce que je disais à l'instant, par un code couleur. On met un code couleur sur le brancard pendant la guerre, quoi. En disant, bah, ok, telle couleur, t'es prioritaire, vert par exemple, puis toi, rouge, tu vas rester dans le couloir, quoi. C'est ça, en fait, la crainte. C'est le protocole des médecins militaires, celui suivi par les chirurgiens parisiens lors des attentats du Bataclan en 2015. Là aussi, il y avait trop de monde à arriver en même temps à l'hôpital et il y a eu tri. Pour éviter ça, et rapatrier des personnels de bloc en réa, l'exécutif a fait le choix d'un autre tri en amont. Attention, ça c'est intéressant, c'est assez subtil. Il y a un autre tri. Il y a le tri qu'on est en train d'évoquer, le tri qu'on veut évoquer, et il y a un autre tri qui a été mis en amont par l'exécutif de l'hôpital pour éviter ce tri dans l'urgence. Écoutez, l'exécutif a fait le choix d'un autre tri en amont par des déprogrammations de soins non urgents, poussées jusqu'à 80% en Île-de-France. Et là, les médecins sont unanimes. Continuer dans cette voie, là on parle de report en fait, de report des opérations autres que liées au Covid, eh bien c'est d'exposer ces autres patients à une perte de chance, comme on dit dans le secteur médical. Stopper cette politique, c'est réduire celle des malades de la Covid, choix cornélien. Donc voilà. Mais oui, mais vous avez raison, mais même de choses comme ça, il faut réussir à rire, parce qu'on vit une période qui est tellement anxiogène. Par exemple, il y a quelqu'un qui me dit, Rogime, pensez à imprimer des petits papiers de couleur avant d'aller à l'hôpital. Bah, pardon, mais si, même de ça, il faut pouvoir sourire et rire, parce que on est dans le drame absolu. On se demande si on ne va pas devoir trier les gens à l'hôpital. Et à un moment, bah, une fois qu'on a dit ça, bah, autant faire ce genre de vanne, finalement. Et s'interroger sur le savoir si nos politiques sont à la hauteur. Évidemment, on peut faire les deux en même temps. Voilà. Ah voilà. Aka Camille, mon papa doit se faire opérer depuis un an. Depuis un an. Déjà déprogrammé l'an dernier. Peut-être bientôt déprogrammé à nouveau. Bah oui, c'est ça. Et ça, c'est la perte de chance qu'on évoquait à l'instant. Bon, bah, toutes mes pensées à toi, Camille, et à ta famille. J'espère que ton papa va pouvoir être hospitalisé très bientôt. De quoi est malade l'hôpital français ? C'est facile à dire ça. Bon, en tout cas, pour le Figaro, c'est de sa bureaucratie. Je vous lis juste le résumé, l'angle du papier, vous le lirez si vous voulez. Je vous dis ça parce qu'il ne m'a pas convaincu, l'article, mais peut-être que, je ne sais pas, je n'étais pas bien réveillé en le lisant. Bon, à la fois hyper centralisé et dilué en une multitude d'agences sanitaires, la gestion de la crise du Covid-19 a pâti de l'extraordinaire complexité du système de soins. Bon, c'est un peu Kafka chez nous. Dit le Figaro. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Vous irez lire l'article, page 2 à 5, si ça vous intéresse, c'est dans le Figaro. En revanche, alors on va s'aérer un petit peu, on va s'aérer même très très haut, parce qu'on est dans l'espace avec le Figaro, avec un article que pour le coup j'ai trouvé super sympa, sur cet astronaute français que je ne connaissais pas. Et vous non plus, parce que je vous l'ai montré tout à l'heure, et vous ne sembliez pas connaître Michel Tonini. Honnêtement, et on va pas tricher. Est-ce qu'il y a des... Oh merci Novaï, c'est sympa. Vraiment un plaisir ce stream, vous êtes cool. Moi je m'amuse beaucoup ici. Et voilà, j'ai beaucoup de plaisir, merci. Est-ce que je lis des journaux de gauche ? Ah, mais enfin, j'ai lu Libération, je vais lire l'Huma. C'est pas parce que je vais lire le Figaro 10 secondes que... Oh, c'est fou ça, hein. Vous connaissiez ou pas, honnêtement, Michel Tonini, hein, astronaute français. C'est lui qui présente Vivement Dimanche. Non. Oui, je le connais. Ah, quelqu'un qui connaît. Bon, la plupart, comme moi, je ne le connaissais pas. Moi, j'ai montré son visage et son nom à la rédaction ce matin. Personne chez nous connaissait Michel Tonini. C'est un peu un astronaute d'avant, en fait, c'est pour ça. Il a 71 ans, donc ça fait un petit moment qu'il n'est pas allé dans l'espace. Voilà, c'était en 1999 notamment. Je crois qu'il a fait 2 sorties. Alors, Michel Tonini, qui est-il ? Et puis surtout, qu'est-ce qu'il a à nous dire sur l'espace ? C'est ça qui est intéressant. Il vient d'écrire un livre et je voulais partager ça avec vous. Michel Tonini, 71 ans, compte parmi les 10 astronautes français qui ont participé à cette belle aventure spatiale. Il n'y a que 10 astronautes français qui sont allés dans l'espace. Hein. L'ancien pilote de chasse de l'armée de l'air française, c'est vrai que souvent ça peut être le parcours, a effectué 2 vols dans l'espace. Bon, ok, j'avais les bonnes infos. Et il raconte son expérience donc dans un livre, à travers un livre qui s'appelle Un café dans l'espace, dans la peau d'un astronaute. Un café dans l'espace ? Je voulais pas mettre cette musique, mais ça va bien un petit peu avec ça. Un café dans l'espace. C'est pour moi ça. Bah, s'il y a du café dans l'espace, bah alors ça veut dire que je peux aller dans l'espace moi aussi. C'est un petit peu ce qui m'inquiétait. Moi, je veux dire, l'espace, aller vivre sur Mars, si jamais on arrive à flinguer notre planète, il faudra partir sur Mars. Je dis hop, 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 hop. Tu auras du café ou pas ?
Et là, a priori, oui. Donc là, je dis, d'accord, ok, donc on y va. Donc, déjà, une bonne nouvelle, déjà. Plus sérieusement, d'abord, il raconte ce qu'on voit de là-haut. Et donc, justement, ça nous fait penser qu'il ne faut pas trop la flinguer, cette planète que j'évoquais à l'instant. À travers le hublot, il raconte, se déploie toute la beauté de notre planète dans sa diversité de couleurs et de reliefs. L'Asie est la couleur de brume grisâtre avec la blancheur des chaînes de l'Himalaya. La Méditerranée est d'un bleu presque artificiel, très différent du bleu de l'Atlantique. Cette vision, raconte l'astronaute, permet de prendre conscience de la chance d'habiter une planète sublime et de rendre humble devant l'immensité de l'espace. C'est beau, non? Voilà. Parfois, il faut prendre un peu de hauteur pour comprendre à quel point on devrait faire un peu plus attention à notre planète. Et puis après, il y a l'intérêt de l'espace. Manifestement, l'intérêt de l'espace, ça n'est pas que cette histoire de café que j'évoquais à l'instant. Il raconte dans son livre, aller dans l'espace avait autrefois une valeur politique. Vous savez, la course à la conquête de l'espace entre Américains et Russes, par exemple. Aujourd'hui, attention, c'est autre chose. L'espace offre en plus des réseaux de communication et des ressources insoupçonnées. Bon, les satellites, tout ça, vous savez ça. Mais surtout les ressources insoupçonnées. L'apesanteur, par exemple. En faisant croître des cristaux de protéines, je ne sais absolument pas ce que c'est, permet de fabriquer des médicaments plus efficaces. La Lune détient une quantité importante d'hélium-3, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air important, qui pourrait servir de carburant dans nos futures usines à fusion nucléaire propre. Mars, qui est la planète la plus proche de la Terre et la seule dont la température est compatible avec la vie, constitue un vrai champ d'observation pour nous les hommes. Il nous faut comprendre pourquoi l'eau et donc la vie a disparu. Il n'est pas interdit d'envisager d'y vivre un jour sur Mars. De même, la communauté scientifique s'intéresse aux astéroïdes, ces 3 millions de corps rocheux ou ferreux qui naviguent dans le système solaire. Leur taille peut aller de quelques centimètres à plusieurs kilomètres. La disparition des dinosaures pourrait être due à l'impact d'un astéroïde dans le golfe du Mexique, faisant monter la température de l'air environ à 500 degrés centigrades dans une journée. 500 degrés, c'est chaud. Mais un jour, des astronautes pourraient dévier de la Terre des astres dangereux en y plaçant en différents points des moteurs reliés à un ordinateur central. Hop, astéroïde. Ok, calcul. Je prends mon petit PC, là, tout calcul. Astéroïdes, ils font sur nous. On va disparaître comme les dinosaures. Non. Je t'envoie une fusée, des astronautes. On met des moteurs. Hop, je reprends mon ordinateur. J'appuie à droite, à gauche. Voilà, c'est magique. C'est l'espace. Intéressant, non? Voilà, je voulais partager ça avec vous ce matin. On peut faire un sondage sur est-ce qu'on va habiter sur Mars ou pas. 500 degrés, c'est chaud. Ouais, je sais, merci. Parfois, je dis des choses assez étonnantes. 500 degrés, c'est chaud. Samuel Etienne 2021. C'était une vanne. Ah là là. Qu'est-ce que vous pouvez être team premier degré parfois? Allez, ce matin, je suis de bonne humeur. Allez, rêvons un petit peu. Rêvons pas de Mars, mais de la vie après le vaccin avec le Parisien ce matin. 2,6 millions de Français ont déjà reçu leurs 2 doses de vaccin. Ouais. Bon, il en reste quelques-uns. Ils peuvent envisager de retrouver une vie presque normale au moment où le nombre de patients en réa vient de passer le pic de la 2e vague. Alors, c'est quoi la vie après le vaccin? Voilà. Il y en a qui ne veulent pas habiter sur Mars, ça je vois. C'est quoi la vie après le vaccin? Vacciner, délivrer. C'est le début de l'article. Franchement, vacciner, délivrer. Après, on a la chanson dans la tête, c'est malin ça. Vacciner, délivrer, plus jamais. Bon, vous voyez ce genre d'histoire. Vacciner, délivrer, voilà le sentiment qui prédomine chez les personnes immunisées contre le Covid-19 qui nous ont raconté une vie d'après au goût de la vie d'avant. Une vie d'après au goût de la vie d'avant. Ok, d'accord, je l'ai. Près de 2,7 millions de personnes disposent de la couverture maximale vaccinale après avoir reçu 2 doses de Pfizer ou de Moderna. Elles sont les éclaireurs d'une campagne qui s'est enfin accélérée en mars, avant l'arrivage programmé de 11,5 millions de doses en avril. On vérifiera. On nous les promet, on vérifiera. Le vaccin sauve des vies, mais c'est difficile à quantifier combien, estime Jean-Stéphane Dersin, qui travaille à l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions, CNRS, puisqu'on a ciblé les populations les plus à risque. Il faut aussi faire baisser la tension hospitalière. Voilà. Pardon, j'ai fourché sur un mot et ça change la phrase. Puisqu'on a ciblé les populations les plus à risque, les plus âgées, les plus fragiles, ça fait aussi baisser la tension hospitalière. Il y a moins de monde dans les hôpitaux.
du côté de ces personnes plus fragiles. Voilà. En dehors de la réanimation. Voilà, réanimation où les plus âgés, de toute façon, n'étaient pas toujours admis. Sans la vaccination, des mesures plus fortes auraient été peut-être prises. Donc déjà, la vaccination a soulagé un peu l'hôpital. Au moment où la menace d'un reconfinement strict plane, la vaccination autorise encore à rêver d'un été démasqué et débridé. Ah là là, la teuf! Israël, alors ça c'est un petit peu le rêve, c'est vrai qu'ils s'y ont pris quand même beaucoup plus rapidement que nous et mieux que nous, pas seulement la France. Israël, où la moitié de la population a reçu ces 2 doses, offre des perspectives alléchantes. Les images de Tel Aviv en fait... Écoutez ce passage. Le petit tacle à la gorge de Samuel Etienne, du Parisien. Dites-moi si je suis pas un peu parano. Écoutez bien ce passage. Les images de Tel Aviv, en fait, dirigeront sans doute davantage les jeunes vers un centre de vaccination que n'importe quelle intervention ministérielle sur Twitch. Vous avez vu? Vous avez vu comment on me maltraite? Comment on me maltraite? Bon, peut-être qu'il y avait un clin d'œil aussi à Gabriel Attal. C'était pas forcément la venue de Jean Castex. Bon, en tout cas, voilà. Ah, ça aussi c'est intéressant. Oui, allons-y, Castex. Oui, non, les politiques, pas sur Twitch, mais c'est sale. Non, pas oui, pas de problème. Je connais le débat, mais moi je pense qu'il faut. Il faut, plus on crée de débats et de possibilités de questionner, et plus on est dans une tentative d'approche de la vérité. Voilà. On a eu ce débat 1000 fois déjà. Ça, c'est vachement plus intéressant que tout ce que je vous raconte sur Twitch et les politiques. Pourquoi il faut rester prudent, même quand on est vacciné? Le fait d'être complètement vacciné contre le Covid-19 offre 2 privilèges majeurs. Limiter fortement les risques de tomber malade, donc ça ok, et encore plus de contracter une forme sévère. Mais aussi être débarrassé du masque et des contraintes de distance physique avec d'autres personnes dûment immunisées. Ça, c'est ce qu'on se dit. Mais attention. Beaucoup de précautions doivent être maintenues, même quand on est vacciné. Il y a des variants qui pourraient d'abord être moins sensibles au vaccin. On pense aux variants sud-africains. Et puis, même si les vaccins sont très efficaces pour empêcher d'être malade, ils n'éviteraient pas à 100% le portage asymptomatique du virus. Vous êtes vacciné. Vous recevez le virus qui vient vers vous. Voilà. Vous n'êtes pas malade, vous êtes vacciné. Mais vous êtes porteur quand même. Vous pouvez le filer. Il faut rester prudent. Distance, masque, même quand vous êtes vacciné. C'est un peu ce que nous dit le Parisien. Je poursuis. En clair, si vous êtes vacciné, vous ne tomberez pas malade a priori, mais en l'état actuel des connaissances, il y a encore une petite probabilité de transmettre le virus. Voilà, on n'est pas sûr, mais voilà, dans le doute. D'où la nécessité de conserver les gestes barrières dans certaines situations. Donc voilà. Voilà. Ok, un petit coup d'œil au chat. Et on va poursuivre avec le Parisien avec une question. C'est pas moi qui la pose, c'est le journal. À quoi joue Édouard Philippe? À quoi joue Édouard Philippe? Vous vous rappelez le Premier ministre avant Jean Castex, qui a été remercié par le président Macron? Eh bien, il sort un nouveau livre, le 7 avril. Alors ça, évidemment, ça crée beaucoup d'attentes, parce que Édouard Philippe est très populaire dans les enquêtes d'opinion, donc ça pose des questions. L'ancien Premier ministre sort un nouveau livre le 7 avril, de quoi alimenter les interrogations sur son rôle et ses ambitions pour 2002. Publication très attendue, écrit le Parisien, au moment où le maire du Havre culmine au sommet des cotes de popularité, soulevant autant de questions sur ses intentions en vue de 2022, sur le rôle qu'il pourrait jouer au sein de la majorité ou encore à droite. 9 mois après son départ de Matignon, ce retour avec ce livre va s'accompagner d'une promotion musclée, les bonnes feuilles comme on dit, donc les petits passages les plus sympas, accompagné d'une interview croisée dans un grand hebdomadaire. Je crois savoir que ce serait demain, ça. Quel jour est demain? Mercredi. Je crois savoir que c'est demain ou jeudi dans l'Express. À voir, à suivre. Il y aura aussi une matinale radio, il y aura un passage dans l'émission Quotidien de Yann Barthès, il y aura une interview dans un grand quotidien national, il y aura même une interview dans Elle. Est-ce qu'il y aura une interview d'Édouard Philippe sur Twitch, sur la chaîne de Samuel Etienne? Suspense. Est-ce qu'il y aura Édouard Philippe dans cette pièce sur Twitch?
Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. J'ai d'autres projets pour vous. Voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup de questions. beaucoup de questions. On en saura plus, vous savez quoi, aujourd'hui ou demain, puisqu'on aura les bonnes feuilles, comme on dit, de ce livre. Et alors, c'est marrant parce qu'il joue le mystère. Il joue le mystère. Quand certains, comme un ministre, l'interrogent sur le livre, on lui demande mais qu'est-ce qu'il y a dans ton livre? Il dit tu verras, ça va t'amuser. Ok, on verra demain ou jeudi, je vous tiens au courant. Moi je dis chapeau à la croix ce matin, regardez. Ça c'est super, voilà. La presse ça sert aussi à ça, à nous sensibiliser. Voilà, ça sert. Merci pour vos messages, vous êtes super cool. Ouais. Je lis pas les messages les plus sympas pour moi parce que ça fait trop FC gros melon, FC flex, mais ça me fait plaisir. Voilà. Moi je dis bravo à la croix. Voilà, la presse ça sert aussi à alerter. Alors j'ai une conception très comment dire. Très naïve des choses, je le sais, mais je la partage quand même avec vous. Je crois que pour améliorer le monde dans lequel on vit, il faut d'abord le connaître et le comprendre. Voilà. Et je crois que le journalisme, quand le travail est fait correctement, nous permet de nous donner les clés d'une meilleure compréhension du monde, à même de, ensuite, nous, citoyens, de pouvoir le transformer. Voilà. Donc là, je dis merci la croix, qui attire notre attention sur les autistes en France et leur accès au monde du travail. Eh ben, malgré ce titre très optimiste, là, quand vous lisez le titre, vous dites ouais, c'est cool. Le monde du travail s'ouvre à l'autisme. Je dis, chapeau à la France, les entreprises françaises. Ouais, en fait, quand vous lisez dans le détail, c'est pas ça du tout. Donc, merci la croix. Alors oui, les initiatives se multiplient pour permettre aux personnes autistes de gagner en indépendance et de mieux s'insérer dans la société. Bon, alors, donc, je vais dire des choses très sympas, puis après, je vais vous donner un chiffre et vous allez voir qu'il y a du boulot. Malgré une évolution du regard porté sur eux, c'est vrai que le regard sur l'autisme a un peu changé quand même chez nous, les autistes restent encore très largement en marge du monde de l'entreprise. Selon un sondage pour SOS Autisme France, 82% des actifs seraient pourtant prêts à travailler avec des personnes autistes. Les initiatives se multiplient pour leur permettre de gagner en indépendance, de s'insérer dans le monde du travail. Voilà. Alors, pourquoi la croix on parle maintenant? C'est parce que dans quelques jours, il y a la journée mondiale de l'autisme, ce sera le 2 avril. La Croix a fait un truc sympa. La Croix est allée voir des employeurs qui avaient employé ou qui emploient des personnes autistes, ainsi que des salariés autistes qui racontent un petit peu comment ils ont vécu tout ça. C'est vachement intéressant. Par exemple, la parole à un pâtissier que vous connaissez sûrement, qui est célèbre, qui s'appelle Christophe Michalak, qui a accueilli dans son laboratoire de pâtisserie un jeune autiste en formation pour son CAP. Il dit ça s'est plutôt bien passé, raconte le grand chef, mais il reconnaît quand même que l'expérience aura été stressante pour lui. En cuisine, l'accident est vite arrivé. Il y a des couteaux, il y a du chaud, il y a des brûlures. Je m'inquiétais en permanence pour lui. Avant de confier avec une certaine humilité, ne pas être sûr de retenter l'expérience. Voilà, on sent quand même que l'emploi des autistes est compliqué. Voilà, bon, moi, il a l'honnêteté de le reconnaître. Plutôt qu'humilité, j'aurais utilisé honnêteté, personnellement. La parole maintenant à une salariée. La difficulté à se concentrer en faisant fi des interactions extérieures. Laura, 25 ans, en a fait la meilleure expérience lorsque, pour payer ses études, elle a été caissière dans un supermarché. Vous avez compris que Laura souffre d'autisme. Il fallait recompter l'argent, parler aux clients, et en plus du bruit, j'avais l'impression que mon œil était tout le temps détourné par les lumières, explique la jeune femme. Un tourbillon, jusqu'à l'erreur de caisse fatale. Et suivront plusieurs refus d'embauche liés à son autisme. Donc c'est pas facile. Celle qui achève aujourd'hui un master à l'école des hautes études en sciences sociales a aujourd'hui trouvé son emploi de traductrice et de correctrice dans une maison d'édition, un métier plus à la hauteur de sa formation, où elle peut lire des choses qui m'intéressent et où elle a trouvé sa place. Avec ma façon de parler, on me trouve un peu original, dit-elle, dans ce nouveau métier, avec son débit rapide et un petit peu saccadé. Mais je sais que c'est pour mes qualités que je suis là. Ce que d'autres peuvent trouver étrange chez moi est vécu ici comme une aptitude pour le travail. Elle a néanmoins pris le parti de ne pas parler de son handicap à ses employeurs pour que le regard que l'on a sur moi ne change pas. Donc, on parle bien d'une jeune femme qui a fait des études brillantes, qui a réussi à trouver un travail, mais elle n'a pas dévoilé son handicap à ses employeurs. Donc, on voit qu'il y a des progrès encore à faire. Autre exemple, qui est plus positif là. Nous n'avions pas affaire à un handicapé, mais d'abord à un jeune homme brillant. Là, c'est un chef d'entreprise, Benjamin Lagnado, qui a accueilli un jeune autiste dans son cabinet parisien d'expertise comptable. C'était loin d'être un fardeau. Certes, nous avons la chance d'être un métier où il y a énormément de procédures et qui peut être particulièrement convenir à une personne autiste, mais je dois dire qu'il avait un niveau plus élevé que bien d'autres stagiaires qu'on a pu avoir.
tout en reconnaissant certaines particularités. Sans doute comprenait-il un peu moins le second degré, comme certains sur Twitch parfois, pardon, et avait-il besoin de s'isoler un peu plus par rapport au bruit. On demande aux entreprises de faire de petits aménagements qui ne leur coûtent rien, comme de bouger une armoire pour créer un peu d'intimité dans un open space ou éviter qu'il y ait trop de stimuli extérieurs auxquels la plupart des autistes sont très sensibles. Ça, c'est Dirk Rombaud, qui est dirigeant de Passware, qui est une entreprise belge, qui emploie 140 consultants autistes Asperger dans le test et le développement de logiciels, l'assurance qualité et le business intelligence. Donc, c'est ma vanne pourrie là. Oh, j'en ai le droit de rigoler. Hein. Là, sur le premier degré, le second degré. Voilà. Je remonte un petit peu. Ah, voilà. Je savais que ça provoquerait un débat sur la question du handicap. Vous avez vu que dans l'article, il présente, y compris les personnes concernées, parlent de l'autisme comme d'un handicap. Alors je sais que certains... Voilà. Alors quelqu'un me dit on ne souffre pas de l'autisme, Samuel Etienne. Alors c'est très définitif ce que tu dis, job. Et moi aussi je me posais la question, est-ce qu'on peut qualifier l'autisme de handicap? Mais dans cet article, des personnes autistes en parlent comme d'un handicap. Donc moi je pense qu'on peut souffrir d'un handicap. Voilà. Tu comprends? Elios me fait la même remarque. À partir du moment où des personnes autistes dans ce papier disent qu'elles le vivent comme un handicap, je crois qu'on peut souffrir d'un handicap, on est bien d'accord. À tel point que certaines le cachent. Donc je comprends l'expression « on ne souffre pas d'autisme, on est autiste », et je suis assez d'accord aussi en plus avec ça. Mais ce que je vois, c'est que certains autistes le vivent comme un handicap, donc ils en souffrent. Voilà. Mais moi aussi, c'est compliqué ça. Voilà. Hein. Est-ce qu'on doit bannir ce mot, même si eux l'utilisent? Bon, le débat est lancé. Voilà. Mais je comprends la remarque. Et je savais qu'en disant ce mot, ça allait vous faire réagir, et c'est pour ça que je ne suis pas surpris. Là-dessus, je ne suis pas un spécialiste. Voilà. Est-ce qu'il faut considérer l'autisme comme un handicap ou simplement une différence? Voilà. J'avoue que là-dessus, on touche les limites de ma connaissance du sujet. Voilà. Mais peut-être qu'on pourra approfondir ça. En tout cas, on constate dans cet article que des personnes autistes le présentent comme un handicap. Une dernière chose. Là, on a vu des trucs sympas. On a vu des titres qui nous disent « Oui, les autistes sont de mieux en mieux insérés dans la société, dans le monde du travail. » Ok. On va finir avec un chiffre qui va nous permettre de relativiser tout ça. En France, seulement 0,5% des autistes sont insérés dans des entreprises classiques. 0,5% des personnes autistes sont insérées dans les entreprises classiques. Donc, alors l'article nous dit que ça va mieux, qu'il y a des initiatives, qu'il y a des efforts, mais on part de ça, quoi. 0,5%. Bon, intéressant, non? Alors, on a ce petit dossier sympa de la Croix aussi sur les ressources de la France. Je regarde s'il me reste assez de temps, parce que moi je m'arrête à midi quoi qu'il arrive, parce que je dois aller à mon pique-nique avec mon épouse et mes deux petits. Et ça, désolé, j'adore ce que je fais avec vous, mais le pique-nique familial, vous ne pouvez pas lutter. C'est plus fort que vous. Vous êtes sur ce débat très intéressant sur l'autisme. Est-ce que c'est un handicap ou pas? Ouais. Je relirai vos commentaires d'ailleurs après, parce que ça m'intéresse. Vous savez qu'après, quand on fait le replay, on a accès bien sûr à tous les commentaires. Donc là, par exemple, vous voyez, hier je disais qu'en 4 mois de stream, j'ai sur pas mal de certitudes, de convictions, d'idées que j'avais sur certains sujets d'actualité, j'ai été bousculé parfois par nos échanges. Et puis parfois je me dis mais oui, l'argument est intéressant. Donc parfois sur certaines choses, ça me fait évoluer, heureusement. Et là, par exemple, j'ai très envie de lire ce que vous écrivez, certains sur la question. Je lirai ça tout à l'heure, après mon pique-nique. Bon, qu'est-ce qu'il me reste? Ouais, ça va, on est dans le timing. Bravo encore la Croix, il y a des jours comme ça où certains quotidiens s'en tirent mieux que d'autres. Moi, cet article sur les autistes est très intéressant. Et puis depuis hier, la Croix a commencé un truc vachement bien. Durant 3 semaines, la Croix, là pour moi on est vraiment dans la spécificité de la presse écrite qui prend le temps pour mettre du sens sur l'actu. Durant 3 semaines, la Croix explore les atouts économiques, géographiques, culturels sur lesquels notre pays peut s'appuyer pour surmonter la crise. On essaie de positiver quelles sont nos forces intrinsèques pour rebondir après l'épidémie. Donc hier on avait un épisode, aujourd'hui un autre. Aujourd'hui, notre vivier d'entreprise, développement des technologies à dimension sociale ou environnementale. La France est un genre de champion en la matière, les pépites françaises de la
Tech for Good. Alors je vais chercher dans l'article ce qu'était la Tech for Good. Donc c'est la technologie au service du bien. Bon, il paraît qu'on est plutôt bien placé. J'adore les vannes. Vous me faites marrer, j'adore. Même les vannes à 2 centimes d'euros. Là, je viens de dire la croix et la bannière. Je lis la croix, quelqu'un dit la croix, bah, ça me fait rire. Voilà. Je trouve que la croix a souvent des articles un peu à côté de l'actualité brûlante et nuancée, me dit Femanati. Mais carrément, c'est un journal qui est intéressant pour ça, justement, qui souvent fait des pas de côté par rapport à l'actualité, parle d'autres choses, s'y intéresse différemment. C'est un bon journal, je suis d'accord. Alors, donc en France, bon, ben, je vous lirai l'article parce qu'il est assez long, mais on est plutôt bon là-dessus. Les entreprises du numérique, ça pique un peu au début, là, c'est un petit peu, l'article est un petit peu piquant. Les entreprises du numérique n'ont pas toute vocation à piller les données personnelles, à diffuser des messages haineux ou créer de nouveaux soutiers à vélo. Soutiers esclaves, quoi. Hein. Elles peuvent aussi rendre le métro plus accessible aux personnes en fauteuil roulant ou encore réduire les émissions de CO2. En la matière, la France a quelques belles réussites à faire valoir. Dans le monde de la tech for good, donc Blablacar par exemple, numéro 1 mondial du covoiturage, c'est qui? C'est Bibi. Enfin, c'est pas moi, parce que sinon je ne serais pas là. C'est français. Phoenix et sa petite sœur Too Good To Go. Vous connaissez cette appli par exemple, hein, on peut la récupérer dans les magasins, dans les boulangeries, voilà, des produits alimentaires qui vont être jetés, voilà, et pour les acheter en fin de journée à moins cher. C'est une super appli qui s'appelle Too Good To Go. Bah, ça c'est la France, hein, pour lutter contre le gaspillage alimentaire. La France est sans doute le pays où on parle le plus de ce sujet, hein, dit une professeure à ce propos. Il y a encore Open Classrooms qui s'impose comme le leader européen de la formation en ligne, que vous connaissez peut-être. Voilà, bon, il y a une liste comme ça. Une liste qui est loin d'être exhaustive. Le secteur s'avère bouillonnant, constate Lacroix à ce propos. Voilà. Alors il y a un chef d'entreprise qui salue le fait qu'en France, eh bien, il y a beaucoup d'aides pour les entreprises, voilà, notamment pour celles justement qui vont sur ce secteur de la tech for good, parfois de l'aide aux autres. Par exemple, vous avez Défi, aujourd'hui numéro 1 sur son créneau, qui forme des conseillers clientèle malentendants qui répondent en langue des signes aux clients des entreprises partenaires souffrant du même handicap. C'est vachement intéressant. Voilà. Eh bien, le patron de cette boîte, il dit, contrairement aux idées reçues, il est facile de créer une entreprise en France, a fortiori si vous êtes comme nous une entreprise adaptée. Soutien de l'État, soutien des régions, soutien des municipalités, la dimension sociale du projet donne accès à de nombreuses aides. Bon, bah, ouais, je trouve ça intéressant. Voilà. Et puis la fin de l'article aussi, elle est plutôt optimiste. Une nouvelle génération de chefs d'entreprise a émergé qui n'a pas peur de concilier objectifs sociaux ou environnementaux et réussite économique. C'est cool ça. Jean Moreau, par exemple, a quitté la banque d'affaires pour créer Phoenix, fer de lance de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Bien sûr, la taille et la valorisation de toutes les entreprises qu'on évoque là sont sans commune avec Google, Amazon ou Facebook, peut-être, mais c'est un beau projet politique que de prôner la tech for good et d'avoir toute une génération d'entrepreneurs qui souhaitent s'emparer des grands sujets de moment, se réjouit un spécialiste de la question. Dans ce domaine, l'Europe et la France en particulier ont un temps d'avance. Elle n'est pas sympa cette série, hein, de Lacroix sur les trucs sympas en France là, voilà. Parce qu'il y a des trucs qu'on rate, mais il y a des trucs qu'on fait bien aussi. Voilà. Dans 3 semaines, Lacroix va se pencher sur ça. Allez, il nous reste 2 une. Ça va aller très vite, puis après on va faire un petit raid. Et comme ça, je vais pouvoir aller manger au soleil, faire un pique-nique avec mon épouse et mes 2 petits garçons. Il fait tellement beau. Je les surveille les 2 derrière. Là. Regardez comment c'est louche là. Ce va-et-vient sur le balcon. Ils ont de la chance que je suis occupé, parce que sinon j'irai enquêter. N'importe quoi. Allez, rapidement les échos. Énorme. Le plan de relance aux États-Unis, le projet choc de Joe Biden. Les gars, les filles aussi, 3 000 milliards de dollars. Ça rigole pas les États-Unis. 3 000 milliards de dollars, le plan de relance voilà, qui devrait être injecté dans l'économie. C'est juste gigantesque. Voilà. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que Joe Biden va présenter, c'est écrit ici noir sur blanc, mercredi, son programme de modernisation des infrastructures. Comprenez, programme de grands travaux. C'est pas nouveau, les grands travaux, Keynes, tout ça. C'est relancé par la demande ou par l'offre. Oh là là, ça y est, mes cours d'économie sont très loin. Bref, les grands travaux. Voilà. Donc ça, c'est à lire dans les échos. Je ne détaille pas. Bon, je pense qu'on va en parler dans les prochains jours. Je sens que la famille est en train de se préparer pour le pique-nique. Et puis, un dernier truc, c'est... Je sais qu'on voit mes voisins, mais je les surveille les 2 là, parce je les vois jamais d'habitude. Je sais pas qui c'est.
son téléphone sur le balcon, c'est louche, c'est louche. Et puis une dernière chose, hein, pour ceux qui étaient là au début tout à l'heure, on a rigolé un petit peu de ce titre sympa, hein, sur le footballeur, le français Ousmane Dembélé. Donc c'est pas le boulevard Haussmann, c'est le boulevard Ousmane, parce qu'en fait il a un peu un boulevard, parce qu'il a été absent des Bleus pendant un bon moment, et là il revient en grâce, hein, dans l'équipe de France de football à moins de 2 mois de l'annonce de la liste pour l'Euro. Là ils enchaînent les Bleus, hein, les matchs de préparation, de qualification même pour le prochain mondial. Donc J-1 avant Bosnie-Herzégovine, France, les Bleus. Donc boulevard Ousmane, je kiffe. Voilà. Et bon, pour ceux qui s'intéressent un peu au foot, Dembélé, jamais oublié, l'attaquant du FC Barcelone quand même, hein, après 2 saisons difficiles, revient fort au bon moment alors que Didier Deschamps a toujours gardé de l'estime pour son profil et de l'affection pour lui malgré ses déboires. Voilà les amis, pour la presse du jour. Bon, eh ben merci les amis. Voilà, c'était un super moment. Un super moment. La presse avait des trucs intéressants, pas des trucs à casser des briques, mais le dossier sur l'autisme dans la Croix était vraiment intéressant. Les interrogations sur les prochaines annonces sanitaires, on est bien obligé de s'y intéresser parce que ça concerne un peu notre quotidien. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où il y a des choses encore plus exceptionnelles. 2 choses. N'hésitez pas à suivre cette chaîne. Samuel Etienne sur Twitch, c'est gratuit. Profitez-en tant que c'est possible. Peut-être qu'un jour je vais ouvrir les subs, les abonnements. N'hésitez pas à suivre cette chaîne, comme ça, hop, vous êtes notifié si vous activez les notifications quand je stream, comme ça vous ne me loupez pas, même quand je suis en retard, sur le téléphone, sur la tablette, sur l'ordinateur. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter, Samuel Etienne, parce que c'est là que je dis quand je stream, quand, quel jour, quelle heure, parfois quelques minutes de retard, et je m'excuse encore. Et pour finir, un petit stream, merci pour le pique-nique. Un petit stream maintenant, n'hésitez pas à me proposer là, maintenant, tout de suite dans le chat, le nom d'un streamer, d'une streameuse qui là en ce moment est en live et fait des trucs sympas avec peu de viewers pour qu'on expose un petit peu son travail. C'est un des aspects les plus sympas de Twitch, c'est ce qu'on appelle un raid. Proposez-moi ça dans le chat. Moi je vous mets un petit écran d'attente pendant 1 minute ou 2, le temps que je trouve la bonne personne. Surtout soyez heureux. Enfin, c'est bien l'actualité, tout ça, mais l'important c'est vous. Voilà, soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous, c'est ça qui est important. A tout de suite pour le raid, bougez pas. Ok, j'ai trouvé un truc de dingue. Ok, j'ai trouvé une jeune femme qui fait de la broderie au bord d'une rivière. C'est juste incroyable. Voilà, on va découvrir ça. Elle a 50 viewers. Vous allez arriver, vous allez être 8000 et des brouettes. Soyez sympa, soyez curieux, soyez gentil avec cette personne qui s'y attend pas du tout. Voilà, ça va être un chouette moment. Bougez pas, je fais ça tout de suite.